Donc, bonjour, rebonjour à toutes. Donc, c'est la deuxième partie de la formation présentation générale. On a vu lundi Alma, les données qui étaient disponibles dans Alma, comment circuler, naviguer dans Alma. Et donc maintenant, on va regarder le pendant côté public qui est Primo. C'est le nom de l'interface, le nom commercial de cette interface de recherche qui est fournie toujours par la société Exlibris. Donc, c'est un outil qui est vraiment destiné à fonctionner, à fonctionner en symbiose avec Alma. Son nom public, vous le savez sans doute, c'est Archipel, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre réseau. Donc, tantôt, je parlerai d'Archipel, tantôt, je parlerai de Primo, mais au final, l'un dans l'autre, je désigne à chaque fois la même chose. Donc, ça, voilà, un petit exercice de gymnastique mentale. Je vais vous montrer mon écran juste pour vous montrer le plan comme la fois précédente. Donc, on est sur 2 heures, hein, également de formation. Voilà, généralement, cette formation va toujours un petit peu plus vite parce qu'il y a peut-être déjà moins de choses à montrer et surtout, une partie de ce qu'on montre sont des choses qu'on est supposé déjà connaître puisqu'on les a vues en partie dans Alma. Puisqu'encore une fois, voilà, les 2 systèmes marchent ensemble et ce qu'on a dans Primo n'est que le reflet, pour partie en tout cas, de ce qu'on trouve dans Alma. Donc, vous allez voir des éléments, revoir des éléments sous un autre nom d'ailleurs, mais des éléments que vous connaissez depuis au moins de lundi. Au niveau de la présentation, donc, on va dire il y a trois moments principaux. Une présentation rapide des ressources qui sont disponibles dans Primo. On a les ressources qui viennent d'Alma, mais pas que ça. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on trouve dans le catalogue à destination du public. On verra ensuite comment on manipule l'outil, l'interface de recherche. Donc, on fera différents types de recherche, recherche simple, recherche avancée, et surtout essayer de comprendre les résultats tels qu'ils s'affichent. Donc, à la fois savoir lire la notice, est-ce qu'on a affaire à une ressource imprimée, est-ce qu'on a affaire à une ressource électronique, et surtout voir ce que ça change de l'un à l'autre en termes d'accès aux différents services, que ce soit la réservation ou l'accès à proprement parler au texte intégral quand il s'agit d'une ressource électronique. Et on terminera avec un balayage des services en ligne associés au compte lecteur. Alors, certains services ne nécessitent pas d'être connectés à son compte lecteur, mais la plupart d'entre eux restent liés au compte lecteur. Donc, à la fois des services qui ont trait à la circulation des documents, qui est un sujet sur lequel on reviendra la semaine prochaine, donc renouveler, réserver, et également les autres services qui sont vraiment spécifiques au catalogue Primo, comme l'enregistrement des notices ou leur exportation. Donc voilà, tout ça nous tiendra à peu près 2 heures ou un petit peu moins de 2 heures. Je prévu un temps d'échange sur le sujet, mais c'est comme la fois dernière. Si vous avez des questions, on est vraiment très peu nombreux, donc n'hésitez pas à les poser en cours de route. Donc, si vous êtes prête, nous allons y aller. Alors, hop, partage mon écran. Navigateur cette fois, parce que c'est à nouveau, tout se passe en ligne, hein, on est sur un navigateur Internet. Alors, vous voyez ici une page, alors je vais juste réduire un petit peu la taille d'affichage pour que vous voyez le maximum de choses en même temps. Vous avez ici une page qui est une page, alors ce n'est pas la page du catalogue, c'est une page de redirection. L'adresse de cette page, c'est archipel.univ-toulouse.fr. Donc, pour votre information, c'est l'adresse de notre ancien catalogue de bibliothèque. Puisque les outils qu'on a, je ne l'ai pas mentionné lundi, mais les outils que nous les utilisons depuis juin 2018. Donc, avant 2018, on avait déjà un catalogue à destination du public, et ce catalogue avait cette adresse. Voilà. Il y avait un seul catalogue, et ça, c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, je suppose, mais nous avons maintenant 9 catalogues. Un catalogue par établissement. Et donc, on a rassemblé tous ces catalogues, ou plus exactement tous les liens d'accès vers ces catalogues, sur une page donc, qui est accessible directement, voilà, archipel.univ-toulouse.fr, et vous accédez à une page de sélection des catalogues. Après, sur les sites web de vos établissements, à chaque fois, les établissements ont fait le choix d'intégrer le lien d'accès vers leur catalogue à eux. Alors, pourquoi on a plusieurs catalogues? Vous voyez, je vois la liste, là, Université Toulousain, Jean Jaurès, Paul Sabatier, l'INP, l'INSA, l'ISAE, l'ENAC, l'École des Mines et l'Institut universitaire Champollion.
bah, tous les établissements qui sont dans notre réseau ALMA. Pourquoi on a choisi d'avoir autant de catalogues que d'établissements? Tout simplement parce qu'on a on a privilégié le confort et la facilité d'accès aux ressources électroniques. Je m'explique. Avec un seul catalogue, ce qui était une option possible, nous aurions signalé les ressources électroniques de tous les établissements. Or, les ressources électroniques, vous le savez pas, mais du coup, je le précise, chaque établissement a des abonnements différents. Alors, il y a des abonnements qui, une partie d'entre eux, sont communs, hein, notamment des ressources qui sont prises en charge par le SCD refacturées aux établissements. Ça peut être des ressources qui intéressent à la fois les neufs ou une partie des neufs. Mais à côté de ça, chaque établissement a sa propre politique d'abonnement aux ressources électroniques. Et donc, on trouve, certaines ressources sont vraiment spécifiques à un établissement et ne se trouvent que dans cet établissement. Pour prendre un exemple vraiment caricatural, c'est le cas, par exemple, des ressources électroniques dans le domaine de la médecine. Il n'y a que l'université Paul Sabatier qui, a priori, a des abonnements à ce type de ressources. Or, si nous n'avions eu qu'un seul catalogue, qui était donc l'option, ce que nous avions avant 2018, et à ce moment-là, on n'avait pas de DocElec, mais si on avait reconduit l'option avec un seul catalogue, mais avec la documentation électronique dedans, on se serait retrouvé à mélanger des notices qui appartenaient, pour certains, qui intéressaient les 9 établissements, pour d'autres qui en intéressaient qu'une partie, et pour d'autres encore qui n'en intéressaient qu'un. Et ça, on craignait de perdre nos usagers, parce que les usagers, ouais, vous allez voir tout à l'heure quand on va manipuler le catalogue, comment ça se présente, mais on a craigné de perdre nos usagers, parce que les usagers trouvaient une ressource qui pouvait les intéresser, ils cliquaient dessus, et ils avaient ensuite un nombre plus ou moins important de liens d'accès. Alors les liens d'accès chez nous sont préfixés du nom de l'établissement, donc c'est certes un élément de repère. Néanmoins, on redoutait un petit peu que nos usagers se sentent perdus et par exemple essaient de cliquer sur un lien d'accès qui est le lien d'accès d'un autre établissement. La ressource les intéresse, mais eux, ils appartiennent à l'université Toulousain, par exemple, et la ressource est réservée à l'université Paul Sabatier, et donc pas d'accès à la ressource électronique en question. Donc ça, on craignait fortement ce genre d'effet de perdre nos lecteurs. Donc pour simplifier les choses, on a mis en place un catalogue par établissement, et chaque catalogue va donner accès uniquement aux ressources électroniques de l'établissement. Donc, dans le catalogue Université Toulousain, je vais trouver les ressources électroniques de Toulousain. Dans le catalogue de Toulouse 2, je vais trouver les ressources électroniques de Toulouse 2. Dans le catalogue de Toulouse 3, celles de Toulouse 3, et ainsi de suite. Comme ça, voilà, comme on dit familièrement, les vaches sont bien gardées. Alors ça, c'est pour les ressources électroniques, puisque pour les ressources imprimées, les choses sont un petit peu différentes, parce que là, on a fait le choix de faire comme on faisait jusqu'en 2018, c'est-à-dire d'afficher dans tous les catalogues les ressources imprimées de tout le monde. Donc si j'utilise le catalogue de Toulousain, je vais trouver les ressources imprimées de tout le réseau et les ressources électroniques de Toulousain. Pareil chez Jean Jaurès, toutes les ressources imprimées de tout le monde et les ressources électroniques de Jean Jaurès. Voilà. Ce choix, on l'a fait parce que ça a un sens par rapport à notre politique de service. Dans quelques jours, quelques semaines, on va mettre en place un service de navette. Alors, il existe déjà une navette, mais dont les ambitions sont relativement restreintes. Mais dans quelques jours, on va mettre en place un service de navette qui va vraiment permettre de faire venir les documents, y compris des documents qui sont en rayon dans les bibliothèques. Et pour que ce service ait un sens, il faut que ce service-là soit porté, positionné au niveau de l'ensemble du réseau. Que quelqu'un, par exemple, qui travaille, un étudiant qui est à l'Institut Champollion et plus particulièrement sur le site d'Albi, puisse faire venir un document qui se trouve à Toulouse. Parce que si c'est pour faire uniquement circuler les documents à l'intérieur de son établissement, le faire passer de Rodez à Albi, de Albi à Castres, par exemple, pour continuer sur l'exemple de Champollion, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, si on veut avoir une politique de service digne de ce nom, il faut qu'on puisse présenter toutes les ressources imprimées de tout le monde pour pouvoir laisser à nos usagers la possibilité de faire venir des documents qui sont gardés à l'université Jean Jaurès si on est un usager de Toulousain, ou à l'université Paul Sabatier si on est un usager de l'ENVT ou d'une autre école d'ingénieurs.
Donc voilà, ça c'est ce choix-là qui nous a motivés pour mettre les ressources imprimées de tout le monde dans tous les catalogues. Donc je vais entrer un petit peu plus dans le détail maintenant parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Là, je vous ai dit, ressources imprimées de tout le monde d'un côté et les ressources électroniques de l'établissement de l'autre. Mais si je déroule un petit peu, c'est un peu plus compliqué que ça parce que derrière les ressources électroniques dont je parle, il y a plusieurs sources de données. Alors, je vais commencer les choses dans l'ordre en prenant comme point de départ la principale source de données de nos catalogues publics, qui est Alma. Là, une bonne partie des notices que l'on va trouver, que les lecteurs vont trouver dans le catalogue, proviennent d'Alma. Donc, c'est d'Alma que proviennent toutes les ressources imprimées, toutes les notices de ressources imprimées, ça c'est sûr. D'Alma également provient une partie des ressources électroniques qu'on va trouver dans le catalogue de son établissement, mais une partie seulement. Parce qu'à côté d'Alma, nous avons pour chaque établissement au moins une, et des fois deux, ou trois autres sources de données qui alimentent le catalogue en question. Donc l'autre grande source de données que nous avons à disposition, c'est ce qu'on appelle un index central. Alors un index central, c'est du jargon. C'est du jargon technique qui désigne en fait un entrepôt de données, un réservoir de données ou une base de données, si vous préférez, qui est géré et maintenu par la société qui commercialise le catalogue. Donc la société qui commercialise notre catalogue Primo, c'est Exlibris. Eh bien, Exlibris gère un grand réservoir de données qu'il commercialise avec son catalogue. Ce réservoir de données, il est un petit peu particulier parce que dedans, on va y trouver des ressources qui sont décrites au niveau le plus bas, c'est-à-dire pour un périodique électronique en l'occurrence, on va trouver des notices qui décrivent des articles. Pour des livres électroniques, on va trouver des notices qui décrivent des chapitres de livres. Ce que nous n'avons pas dans Alma. Dans Alma, les notices que nous avons décrivent les ressources au niveau du titre. Titre de périodique, titre de livre. Dans cet entrepôt que gère Exlibris et qui met donc à notre disposition, moyennant finance bien sûr, nous avons donc accès, en plus des notices de livres et de périodiques, aux notices des articles et des chapitres de ces périodiques et de ces livres. Voilà. Ça, c'est, on va dire, un supplément. Et c'est un supplément qui représente un volume de ressources absolument considérable, puisque dans Alma, je vous avais dit, tout cumulé, les notices imprimées, les notices de ressources électroniques, on a à peu près 5 ou 6 millions de références. Dans l'entrepôt, la base de données que gère, enfin, l'index central que gère la société Exlibris, on va trouver plusieurs centaines de millions de notices. C'est ça qui fait que quand un usager fait une recherche sur notre catalogue aujourd'hui, s'il fait une recherche un petit peu large, il va trouver non pas peut-être 5 000 résultats, mais peut-être, boum, il va trouver tout de suite 50 000 résultats ou 100 000 résultats pour sa recherche. Parce que une bonne partie de ces résultats proviennent de cet index central et correspondent donc à des articles de périodiques ou des chapitres d'ouvrages. Donc après, nous, sur cet entrepôt lui-même, donc il porte un nom, hein, je vous le donne pour information, il s'appelle CDI, pour Central Discovery Index. Jusqu'à cet automne, on avait un autre réservoir qu'on utilisait qui s'appelait PCI, Primo Central Index. Donc je vous mentionne les deux parce que vous pouvez des fois les trouver dans notre documentation. Mais là aujourd'hui, donc on utilise l'index, le réservoir qui s'appelle CDI. Ce CDI, nous, on ne met pas les mains dedans. On ne met pas les mains dedans, c'est Exlibris qui gère de A à Z ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, en fait, c'est que eux, leur travail, c'est d'aller contacter les éditeurs, contacter les agrégateurs de contenu pour que ceux-ci veuillent bien lui fournir, leurs articles. Alors, ça se fait suivant des conditions que je ne connais pas, accords techniques, accords financiers, mais beaucoup, énormément et de plus en plus d'éditeurs et d'agrégateurs de contenu jouent le jeu et fournissent à des intervalles plus ou moins réguliers les notices de leur publication. Donc ces notices-là, après on va les voir tout à l'heure dans le détail, elles sont d'une qualité diverse et variée, mais elles nous permettent comme ça de proposer à nos usagers une base qui est vraiment immense. Donc voilà, une bonne partie de nos ressources, c'est Alma d'un côté
et de l'autre côté, Central Discovery Index, ce réservoir géré, ce réservoir d'articles et de chapitres géré par Exlibris. À côté de ça, on a d'autres sources dont l'importance est beaucoup moindre, mais sont des sources qui, symboliquement, quand même, leur intérêt pour les établissements. Ce sont des sources locales, comme par exemple les archives ouvertes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui a trait à la science ouverte et plus particulièrement aux archives ouvertes. Mais les archives ouvertes, pour faire vite et schématiser, ce sont des entrepôts sur lesquels les chercheurs d'un établissement vont déposer leurs publications. C'est le mouvement de la science ouverte, c'est pour rendre accessible le plus largement et librement les travaux de recherche des enseignants et des chercheurs. Et donc, voilà, beaucoup d'établissements sont dotés d'archives ouvertes ou utilisent une infrastructure nationale qui s'appelle HAL, que vous connaissez sans doute, utilisent cette infrastructure nationale pour inciter leurs enseignants et leurs chercheurs à déposer leurs publications, moyennant l'accord des éditeurs chez lesquels ils ont publié leurs articles, par exemple. Et donc, voilà, chaque établissement de notre réseau, ou presque, je crois que la seule exception, c'est l'Institut Champollion, mais à part cet établissement, tous les autres disposent d'un serveur d'archives ouvertes. Eh bien, le contenu de ce serveur d'archives ouvertes est récupéré, moissonné, c'est le terme technique, on moissonne un entrepôt d'archives ouvertes, on récupère les données qui s'y trouvent pour les afficher dans notre catalogue à destination de notre public. Alors, je dis que c'était peu important parce que bon, ça dépend évidemment de la taille de l'établissement. Ça peut aller de quelques centaines de notices. L'importance est vraiment purement symbolique dans ce cas, à plusieurs dizaines de milliers de notices. Par exemple, c'est le cas à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, qui est un établissement, un gros établissement de recherche avec énormément de plusieurs centaines d'enseignants-chercheurs qui publient de manière assez active et qui déposent sur le portail HAL de l'UPS de manière assez active. Et donc, ça fait un volume qui est assez conséquent. Voilà, donc on a la possibilité technique avec Primo d'aller récupérer des notices qui se trouvent dans des bases locales gérées par les établissements. Donc, voilà, au moins les archives ouvertes pour quasiment tout le monde, sauf Champollion. Et pour d'autres établissements, on a quelques bases supplémentaires, des dépôts, des bibliothèques numériques de thèses électroniques, des plateformes commerciales aussi. À l'Université Jean Jaurès, on moissonne une plateforme de vidéo à la demande. Voilà. Donc ça reste relativement restreint là aussi en volume, mais bon, ça permet aussi d'enrichir notre catalogue avec des contenus qu'on n'a pas par ailleurs ni dans Alma ni dans l'index central géré par Exlibris. Donc voilà, si on doit schématiser, on a du papier et de l'électronique. Et pour l'électronique, on a 3 sources de données, Alma, Central Discovery Index, donc cet entrepôt géré par Exlibris, et les serveurs d'archives ouvertes et éventuellement d'autres bases locales ou spécifiques à certains établissements. Et tout ça donc, voilà, alimente les catalogues, chaque catalogue de nos établissements. Donc voilà, de manière très schématique, comment ça marche. Après, je passe sur la tambouille, puisqu'en fait, les notices qu'on reçoit sont toutes dans des formats différents. On reçoit des notices en marque 21, des notices au format Unimark, des notices en Dublin Core, et ainsi de suite. Donc tout ça fait qu'à un moment, on est obligé d'agréger ces données. Et pour les agréger, en fait, on va les transformer dans un format pivot, un format propriétaire qui est spécifique à l'outil Primo. Et donc, on a des règles après de transformation sur lesquelles le SCD agit pour que derrière, les notices qui étaient au départ dans des formats différents, soient toutes formatées sous le même format pour que derrière, ensuite, les usagers, quand ils utilisent le catalogue, ils puissent utiliser un seul et même index de recherche, par exemple, pour les différentes sources que je viens de citer. Si je fais une recherche sur l'index auteur, l'index auteur va interroger toutes ces notices-là, peu importe les différentes sources de données dont elles proviennent. Et tout ça est rendu possible par le fait que les notices ont été transformées et reformatées pour que le champ auteur se trouve systématiquement au même endroit. Et pas que ce soit dans tel champ à tel endroit, dans tel autre à tel endroit, tout est au même endroit parce qu'on utilise un seul et même format à l'arrivée au niveau du catalogue. Voilà, c'est vraiment transparent pour les lecteurs, c'est transparent pour les collègues, puisque c'est encore une fois le SCD qui gère ça, mais c'est aussi un élément important
qui peut être intéressant de comprendre. Alors, je vais entrer un peu maintenant, passer en revue un peu les catalogues, parce qu'au-delà de la partie, l'aspect données, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans nos différents catalogues, vous allez voir que d'un catalogue à l'autre, on va voir surtout des choses différentes. Alors, je vais ouvrir par exemple celui de l'université Toulousain Capitole, université en droit et économie-gestion. Donc, voilà, catalogue, tous nos catalogues vont se présenter un peu de la même manière parce qu'on a choisi d'utiliser la même maquette. La même maquette pour que nos usagers, quand ils utilisent l'un ou l'autre catalogue, ils se disent quand même c'est la même institution. Peut-être pas strictement pareil, mais grosso modo, j'y retrouve un peu mes petits. Donc là, on est sur le catalogue de Toulousain et quand on a cliqué comme je l'ai fait tout à l'heure depuis cette page, on arrive sur l'écran d'accueil avec une barre de recherche, un lien pour ouvrir le formulaire de recherche avancée et sur l'écran, des blocs d'informations, ce sont des blocs HTML dans lesquels on intègre des annonces, des alertes, des tutoriels vidéo en fonction des souhaits des établissements. Dans le bandeau supérieur, de la même manière, on va voir des choses différentes d'un établissement à l'autre, mais on va avoir toujours ici, en fait, c'est un mécanisme de lien vers des fonctionnalités de recherche ou vers des sites web de référence. Donc là, on a 3 liens sur le catalogue de Toulousain, mais vous allez voir qu'on va en avoir d'autres sur les catalogues des autres établissements. Complètement sur la droite, on a la partie compte lecteur qu'on utilisera tout à l'heure, ce qui est marqué ici « S'identifier ». Et ce qui est marqué ici menu, avec là aussi un raccourci vers le compte lecteur, et des fonctionnalités, panier historique de recherche qu'on verra tout à l'heure, ainsi que la possibilité de basculer son écran du français vers l'anglais. On pourrait proposer d'autres langues, mais ça pas, les autres établissements pour le moment, enfin les établissements n'ont pas choisi, n'ont pas souhaité proposer d'autres langues que le français et l'anglais. Donc ça, c'est le catalogue de Toulousain. Je vais vous montrer le catalogue de Toulouse 2. Alors, on ne va pas ouvrir les 9, mais c'est juste pour vous montrer de manière simple que ce qu'on y voit est différent. Donc, voilà, graphiquement, la maquette est la même. Simplement, vous voyez, là, on a du vert qui rappelle la charte graphique de l'université Jean Jaurès, alors que tout à l'heure, le rouge rappelait la charte graphique de l'université Toulouse. Au niveau des mécanismes de lien, vous voyez, on en a plus. Parce que l'université Jean Jaurès, qui est maître de la gestion de son catalogue, c'est eux qui déterminent comment leur catalogue doit évoluer. Ils ont fait le choix d'intégrer davantage de liens vers des fonctionnalités de recherche externe. Donc, sur Toulousain, on avait donc nouvelle recherche, en fait, c'est juste être retourné à l'écran d'accueil. Mais Toulousain, on a index alphabétique, on va le regarder tout à l'heure, c'est le feuilletage par index, et une liste de périodiques électroniques, liste alphabétique. À Toulouse 2, on va retrouver les périodiques électroniques, mais sous un autre nom. Ils ont choisi, parce que ça aussi c'est une possibilité qui est laissée aux établissements, de renommer les fonctionnalités, de renommer les filtres, de renommer en fait tout ce qu'ils veulent pouvoir renommer. Donc ici, on n'a pas une liste de périodiques électroniques, on a un lien qui s'appelle revue numérique. Et ce qui est derrière, c'est la même chose. On a en plus ici livre numérique, donc un outil, alors ce n'est pas tout à fait une liste exhaustive, mais c'est un outil, un système de mécanisme de galerie, un système d'outils de valorisation des e-books. On a une liste de bases de données qui est ici, et on a, comme tout à l'heure dans Toulousain, la recherche par index alphabétique. Donc ça nous fait voilà, encore un catalogue un petit peu différent. Si je prends le catalogue d'une école d'ingénieurs, pour changer, celui de l'ENAC, vous voyez, le modèle est différent. Là. On est sur un bandeau noir, qui évoque pas forcément d'ailleurs la charte graphique de l'ENAC, mais bon, ça c'est leur choix. Au niveau des blocs d'information, ils n'ont pas repris la vidéo que les deux autres avaient intégrée. Ils se contentent d'indiquer voilà, les informations de contact de la bibliothèque et une petite annonce pour signaler qu'ils proposent désormais des sélections, enfin des collections d'e-books. C'est le lien que vous voyez qui est ici. Autrement, aussi, au niveau de ce qu'on trouve ici dans ce bandeau, on a un lien supplémentaire, par exemple là, pour aller sur le site web de la bibliothèque de l'ENAC. Par ailleurs, par rapport à Toulousain ou à Toulouse 2, on a une fonctionnalité qui est ici, qui est une fonctionnalité qui permet de générer un QR code pour accéder à la dernière recherche qu'on a effectuée dans le catalogue. Ce que l'Université Toulousain, par exemple, ne propose pas, et l'Université Toulouse 2 non plus. Donc, on a des catalogues voilà, qui ne se différencient pas seulement
par rapport aux notices qu'on y trouve. Voilà, ça ne se réduit pas à j'ai les notices de ressources électroniques uniquement dans mon établissement. Il se différencie aussi graphiquement et en termes de fonctionnalité et d'intitulé. Donc, ce sont des catalogues probablement cette différenciation devrait être croissante aller crescendo dans les mois et les années à venir. Néanmoins, on va quand même essayer de garder au moins une homogénéité graphique avec une charte commune, une charte graphique commune, ou un modèle de charte graphique commun pour que l'on puisse dire à nos usagers, nous sommes quand même, enfin, tout ça, tous ces catalogues-là, c'est des catalogues d'établissements qui appartiennent à un seul et même réseau. Enfin, c'est un élément quand même important de conserver cette identité collective. Surtout que par ailleurs, voilà, on a un certain nombre de services qui sont par défaut positionnés sur l'ensemble de notre site. Quand vous êtes sur le catalogue, hop, je déplace juste mes petits onglets Zoom. Quand vous êtes sur le catalogue, dans le pied de page, ce qu'on appelle en bon anglais le footer, vous avez aussi les liens d'accès vers les différents catalogues. Donc, à tout moment, vous n'êtes pas obligé de repasser par la page que je vous ai montrée, archipel.inif-toulouse.fr, mais simplement en restant sur le catalogue que vous consultez, vous avez la possibilité de basculer sur le catalogue d'un établissement voisin. Donc ça, c'est un élément utile. Est-ce que, avant qu'on entre vraiment dans le détail du fonctionnement du catalogue, est-ce que sur ces principes généraux, vous avez des questions? Il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires? Vous avez des remarques aussi? Oui, non, non. Alors on va continuer. Donc on va entrer dans le détail. Alors on va entrer dans le détail. Avant de faire une recherche, donc je vais vous faire quand même un petit tour du propriétaire au niveau des fonctionnalités de recherche connexes. Donc, je les ai décrites rapidement, mais on va les ouvrir toutes une à une. Donc, je commence en partant du catalogue Université Toulousain, la recherche index alphabétique. Donc, c'est le feuilletage d'index que vous connaissez peut-être pour l'avoir utilisé. Donc, c'est la possibilité de parcourir les index. Donc, là, si je fais une recherche auteur, Georges Simenon, on va m'afficher les. Alors, bon, c'est la même personne, hein, vous voyez, mais deux autorités qui n'ont pas été fusionnées. Mais là, j'ai la possibilité ensuite d'accéder à la liste des notices qui sont attachées à cette autorité personne. Si je fais parcours l'index sur l'index titre, je vais trouver, alors je vais être un peu ambitieux, mais je vais trouver, voilà, rangé par titre, les différents titres correspondants au titre code civil que j'ai renseigné. Et le classement est fait de manière alphabétique. Voilà, code civil 1804, le code civil 1804, 1904, et ainsi de suite. Donc, c'est une méthode de présentation, de regroupement des notices et de présentation des notices par ordre alphabétique. Vous feuilletez les index, donc vous consultez les ressources de votre bibliothèque en parcourant les titres ou les auteurs dans leur ordre alphabétique. Alors, il y a une petite subtilité. Ce qu'on trouve là, dans l'index alphabétique, on va trouver à la fois du papier et de l'électronique. Donc ça, bon, au hasard de vos recherches, vous le verrez, mais ça marche à la fois pour le papier et pour l'électronique. Il y a un petit bémol. Alors, ça marche, sauf évidemment pour l'index code de rangement. Un code de rangement, ça ne peut s'appliquer que pour du papier. Les titres, auteurs, sujets sont des index pour lesquels la recherche va porter à la fois sur le papier et l'électronique. Cependant, il y a une petite subtilité donc, qui concerne le papier, puisque je vous ai dit que dans le catalogue de chaque établissement, il y avait toutes les ressources papier de tout le monde. Eh bien, c'est vrai, sauf pour le feuilletage des index. Pour le feuilletage des index, je ne vais trouver ici que ce qui correspond aux ressources imprimées de l'établissement. Donc là, j'ai fait une recherche par titre code civil. Premier résultat, j'ai 59 notices. Si je cherche du côté de l'université Jean Jaurès, la même recherche va me ramener moins de résultats. Voilà, vous voyez, je n'ai pas les mêmes résultats, et vous voyez, ici, j'ai 6 notices pour quelque chose qui s'est intitulé le code civil. Donc voilà, ça, feuilletage d'index, papier électronique, oui, mais pour le papier, c'est uniquement le papier de l'établissement qu'on va trouver là.
Bon, très honnêtement, ce n'est pas une fonctionnalité qui est extrêmement utilisée, hein, parce on a des statistiques, hein, je ne développerai pas cet aspect-là, mais on a la possibilité de savoir ce que recherchent nos usagers, comment ils font leurs recherches et ainsi de suite. Donc, je sais à peu près ce qui est utilisé en termes d'outils de recherche et je sais effectivement malheureusement je dis malheureusement pour nos collègues, puisque eux aiment plutôt bien, aiment assez ça, mais nos usagers, eux, n'utilisent que très peu le feuilletage par index. À côté de l'index alphabétique, enfin, en tout cas à côté sur le catalogue de Toulousain, j'ai un autre outil de recherche externe qui s'appelle ici liste des périodiques électroniques. Donc liste des périodiques électroniques, donc on va le trouver nommé différemment d'un catalogue à l'autre, mais c'est le même principe. C'est une liste alphabétique des ressources électroniques que peut détenir un établissement. Donc là, cette fois, c'est vraiment les ressources électroniques de l'établissement et c'est un classement, tout simplement un classement des périodiques, titre à titre, alphabétique. Donc, je peux faire une recherche de titre ou recherche d'ICSSN, mais je peux également faire du feuilletage, comme tout à l'heure, faire du feuilletage lettre par lettre. Donc, si je fais un feuilletage par A, je vais trouver, classé alphabétiquement, tous les périodiques électroniques pour lesquels l'Université Toulousain a un abonnement, qui commence par A, et il va y en avoir potentiellement beaucoup, beaucoup. Donc ça correspond à ce qu'on trouve dans la terminologie professionnelle. C'est un terme qui est devenu assez commun, liste à Z, ce qu'on appelle une liste à Z de périodiques électroniques. Alors, Toulousain ne le propose pas, mais Toulouse 2 propose quelque chose d'équivalent pour les bases de données. Alors, Toulousain ne le propose pas très certainement parce que, en fait, ils sont abonnés à un nombre relativement restreint de bases de données, alors que l'Université Jean Jaurès a un volume d'abonnement plus conséquent sur les bases de données. Mais voilà, c'est le même principe, sauf que ce sont des bases de données. Mais voilà, je peux rechercher et je peux feuilleter par index. Voilà. Pour la lettre A, cette fois, j'ai 6 résultats. L'année philologique, APA, Psy-Info et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est notre moyen d'accéder aux ressources électroniques pour ceux qui aiment faire des recherches de ce type. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est relativement peu utilisé, il faut bien le dire aussi. À côté de ça, pour les livres électroniques, certains établissements proposent depuis quelques mois alors pas des listes complètes, parce que des listes complètes seraient complètement pas du tout faciles à manipuler avec ce type d'outils, mais proposent une sélection de livres électroniques, une galerie si vous préférez. Donc là, je clique sur le lien livret numérique de l'Université Jean Jaurès, mais encore une fois, je peux trouver ça sur d'autres catalogues, comme celui de l'Université Paul Sabatier ou celui de l'INSA. Et donc là, je vais trouver une sélection pour l'Université Jean Jaurès qui est classée par grands domaines disciplinaires, donc histoire, géographie, sociologie, etc. Et si je clique sur la collection histoire, je vais trouver un certain nombre de notices, donc en l'occurrence 45 titres, qui correspondent, alors c'est le choix de l'Université Jean Jaurès, qui correspondent à charger plus d'exemplaires, qui correspondent à des manuels de première année, disponibles en format électronique. Donc ça a été mis en place, vous vous en doutez peut-être, mais ça a été mis en place pendant le confinement pour pallier l'impossibilité, enfin pendant le premier confinement plus exactement, pour pallier l'impossibilité de fournir à nos usagers des ressources imprimées. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche pour le coup, qui marche assez bien. Donc voilà, c'est des fonctionnalités connexes qu'on va trouver sur certains catalogues, livres numériques, revues numériques, bases de données. Je ne vais pas détailler ce qu'on peut trouver après sur les autres. Bon, je mentionne juste, voyez, quelque chose ici qui s'appelle, on est sur le catalogue de l'ENAC, un lien qui s'appelle Nouveautés, qui va me permettre d'accéder à une sélection de titres récemment achetés par l'ENAC. Donc ça ressemble à ce que je vous ai montré précédemment, puisqu'en fait ça se base sur le même outil, sauf que là, voilà, on va trouver plutôt des ressources imprimées récemment achetées par la bibliothèque de l'ENAC. Voilà. Donc ça, il faut être un peu attentif et surtout ne pas se laisser surprendre, parce que d'un catalogue à l'autre, on ne va pas trouver les mêmes choses dans les liens qui sont proposés ici. Ce qu'on va trouver par contre identique d'un catalogue à l'autre, c'est la recherche. La recherche elle-même, recherche simple ou recherche avancée. Alors, je vais commencer par la recherche avancée. Je vais commencer par ça parce que c'est probablement, enfin, on la propose, mais c'est probablement pas ce qui est le plus utile ou le plus pertinent dans le contexte de fonctionnement d'un outil comme Primo. On va dire que Primo n'est
pas conçu pour le maniement de la recherche avancée. Ce type d'outil, qui est un catalogue de bibliothèques, mais un catalogue de bibliothèques de nouvelle génération, qu'on appelle un outil de découverte, sont des outils qui sont plutôt faits pour valoriser des recherches à la Google. Vous balancez un terme de recherche dans la barre de recherche simple, et ensuite seulement, vous allez restreindre l'affichage des résultats en utilisant des facettes de recherche. Mais le point de départ, c'est je balance une grande recherche et s'il y a besoin, je restreins les résultats. La recherche avancée, c'est le contraire, hein. C'est-à-dire que vous restreignez d'emblée le périmètre de votre recherche. Donc c'est pour ça que ça demande une connaissance et une aisance sur la manipulation des index de recherche que la majorité des usagers ne possèdent pas. Néanmoins, là aussi, on continue à la proposer puisque ça rend quand même service pour des recherches un peu, des besoins de recherche assez précis, spécifiques. Et par ailleurs, il y a aussi un fort attachement de nos collègues à cet outil. Donc la recherche avancée, je pense que vous avez quand même toutes eu l'occasion de manipuler ce genre de choses. C'est assez classique, hein, voilà, des index. Donc cette liste d'index, d'ailleurs, ça il faut que je le précise, elle va être plus ou moins longue d'un établissement à l'autre. Là, par exemple, si je prends les 2 derniers index qui sont là, provenance, reliure et lieu de publication, ce sont des index de recherche qui sont utiles plus particulièrement pour des gens qui veulent faire des recherches sur des fonds anciens, fonds patrimoniaux. Lieu de publication, encore, ça peut s'entendre dans d'autres contextes, mais provenance, reliure, c'est des choses qui ne sont renseignées par définition que pour les documents anciens, pour lesquels ça a un intérêt de renseigner sur les propriétaires précédents des documents. Donc cet index de recherche, par exemple, est proposé sur le catalogue de l'Université Toulousain, parce que l'Université Toulousain a des fonds anciens très importants, mais cet index ne va pas être proposé, par exemple, sur le catalogue de l'ENAC, où j'étais tout à l'heure, parce que l'ENAC ne dispose pas de fonds anciens. Ça n'a pas de sens particulièrement, ça n'a pas de sens particulier de le proposer. Même si, par ailleurs, les fonds anciens vont remonter dans le catalogue de l'ENAC, puisque ce sont des ressources imprimées, et que, comme j'ai dit, on a les ressources imprimées de tout le monde dans le catalogue de chaque établissement. Néanmoins, on se dit aucun usager de l'ENAC ne va faire une recherche là-dessus. Donc, on ne le propose pas. Sinon, voilà, les autres standards, auteur, créateur, titre, sujet, voilà, sont des choses qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc, ça, ce sont les index. À côté, vous avez les opérateurs. Donc, les opérateurs contient les mots, contient l'expression. Donc, c'est un peu comme on a pu le voir lundi dans Alma. Contient l'expression, c'est contient l'expression exacte. Voilà. Contient les mots, c'est contient tout ou partie des mots que vous avez passés. Contient l'expression, c'est vraiment l'expression exacte. Commence par ne va marcher que pour l'index titre, hein. L'index auteur n'est pas compatible avec l'opérateur commence par. Du reste, vous voyez, si je passe, j'étais sur le titre l'index auteur et de lui-même, le système m'a mis sur l'index titre parce que ça n'est valable que pour cet index. Donc, on a la possibilité de combiner les équations de recherche avec, cette fois, par rapport à ALMA, je ne l'avais pas mentionné, mais on a un opérateur booléen supplémentaire qui est l'opérateur sauf. Sinon, on retrouve les opérateurs et ou, qui peuvent aussi s'utiliser dans la recherche simple. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Donc, on peut multiplier les index, complexifier l'équation de recherche, et on peut aussi restreindre la recherche à des types de ressources spécifiques, à des langues. Alors, vous voyez ici, il y a très peu de langues, hein, français, anglais, espagnol, mais vous verrez tout à l'heure, quand on utilisera les facettes, qu'on a davantage de langues qui nous sont proposées. C'est juste qu'on a fait le choix, c'est un choix qui peut être discutable et qui pourrait être discuté, on a fait le choix de ne pas proposer une liste interminable ici de facettes langues, parce que ça ne sert à rien de proposer des langues que personne ne parle et sur lesquelles personne ne fait de recherche. Donc, on a utilisé juste 3 langues les plus utilisées, on va dire, par notre public. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu utiliser d'autres langues, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des recherches sur des documents en allemand, par exemple, ou en italien. Et ça aurait pu être pertinent d'en proposer davantage. Date de publication également. Donc là, date de publication, les 365 derniers jours, les 2 dernières ou les 5 dernières années, et sinon des plages calendaires spécifiques. Donc si par exemple je cherche des documents anciens, mettons, on va chercher des documents anciens, documents publiés au XVIIIe siècle. Donc je vais renseigner les choses comme ça, de 1700 à 1800.
Bon, évidemment, les dates de début jour et mois, date de fin jour et mois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc on peut se contenter du millésime. Si vous voulez tout effacer, vous avez un bouton pour tout effacer. Voilà, vous revenez sur l'affichage à vide. Alors, je vais quand même faire une recherche, pourquoi pas recherche de livres anciens, en prenant index titre. Voilà, quelque chose dont je sais, prend pas trop de risques, je sais que je vais trouver des résultats. C'est une recherche avancée qui n'est pas très très complexe, il ne faut bien pas se voiler la face. Alors, hop, résultat. Alors, je suis désolé, mon ordinateur a une résolution d'écran un petit peu basse. Je suis sur mon portable, donc il faut que je sois obligé de réajuster à chaque fois. Mais voilà les résultats de ma recherche. Effectivement, ce que je vois là paraît correspondre à des documents anciens, puisque je vois qu'ils sont conservés à la réserve de la bibliothèque de l'Arsenal. Voilà la recherche avancée qui peut après fonctionner de manière complémentaire avec les filtres que vous voyez ici sur la gauche. Alors, je vais faire une recherche, je vais retourner sur l'écran d'accueil et faire, on va dire, le circuit de recherche quand même préférentiel pour mes lecteurs. Je vais refaire la recherche Toulouse. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'on me fait des propositions. Il y a un mécanisme d'autocomplétion qui peut être utile. Alors, je crois de mémoire qu'il est activé sur tous les catalogues, mais potentiellement, il pourrait n'être activé que pour certains d'entre eux. Alors, voilà, une recherche spécifique qui me ramène, vous le voyez, beaucoup de résultats. On est à plus de 400 000 résultats pour une recherche comme celle-ci. Alors, on va commencer, avant de regarder la liste des résultats, on va rester sur les fonctionnalités de recherche. On va commencer par les facettes et les critères de tri. Donc, c'est ce qui se passe ici sur la gauche. Voilà, ce qui est marqué « Affiner vos résultats ». Donc, on a en premier lieu ici une option de tri. Par défaut, tous les usagers sont positionnés sur le tri par pertinence. Tri par pertinence, il doit être compris comme le meilleur tri, théoriquement, c'est-à-dire les résultats les plus probants par rapport aux termes qui ont été recherchés. Alors, c'est un algorithme derrière, un algorithme de recherche qui, comme tout algorithme, conserve sa part de mystère. Donc, l'algorithme, il y a des éléments de paramétrage qui sont des éléments de paramétrage par défaut sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, par exemple, le système va donner la préférence, va mettre en valeur les résultats qui ont une correspondance exacte avec le terme que j'ai recherché. Donc là, le terme est très simple, j'ai mis Toulouse, et donc le système va m'afficher prioritairement les notices qui ont une correspondance stricte sur ce terme-là, en donnant une préférence d'ailleurs à ce qu'on trouve dans l'index titre, dans le champ titre de la notice. Donc mécaniquement, les premiers résultats me sont donnés correspondent à des notices qui ont juste Toulouse dans leur champ titre. Si j'avais utilisé un terme de recherche un tout petit peu plus complexe, ça aurait peut-être donné des résultats différents. Mais là, voilà, j'ai demandé Toulouse. Et donc, on me met en correspondance, prioritairement, des notices qui ont Toulouse dans leur titre. Donc voilà, c'est la correspondance exacte qui va primer. Si cette correspondance exacte se trouve sur des zones ou des champs qui sont des champs plus importants que les autres. C'est le cas du champ titre qui est vraiment le champ critique. Et on va trouver comme ça, à valeur égale, un certain nombre de critères qui vont entrer en ligne de compte dans le calcul de la pertinence. Donc, je ne vais pas détailler, parce que c'est précisé dans le support de formation que vous pourrez retrouver depuis l'écran d'accueil d'Alma. Mais voilà, il faut être un peu attentif à ça, parce que sinon, c'est vrai qu'on a du mal des fois à expliciter un peu les résultats de recherche tels qu'ils s'affichent. Cela étant, les établissements peuvent aussi infléchir la manière dont fonctionne l'algorithme de recherche. Si je prends un exemple, on peut dire qu'on va donner la priorité dans les résultats aux ressources imprimées au détriment des ressources électroniques. Ou inversement, dire au système qu'on veut donner la priorité aux ressources électroniques au détriment des ressources imprimées. Et ça, ce sont des éléments d'infléchissement qui peuvent être soit définis pour l'ensemble de nos établissements, soit être définis établissement par établissement. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop joué là-dessus. Je crois qu'on n'y a joué que pour 2 ou 3 établissements et de manière vraiment très marginale.
Néanmoins, je ne dis pas, enfin, je ne veux pas préjuger de l'avenir. Peut-être que plus tard, on jouera davantage sur ces critères d'infléchissement. Mais du coup, ça veut dire que l'algorithme, concrètement, va fonctionner de manière vraiment différente d'un établissement à l'autre. Et ça veut dire aussi, malheureusement pour vous, que ce sera peut-être encore plus compliqué d'expliquer comment il marche. Voilà, vous saurez l'expliquer pour votre établissement, parce qu'on va dire vous connaîtrez les règles, mais si vous consultez le catalogue du voisin, vous aurez peut-être plus de mal à comprendre pourquoi il affiche les résultats dans cet ordre plutôt que dans tel autre. Donc ça, voilà, ce sont des éléments, c'est à la fois une liberté qui nous est laissée d'infléchir les résultats de recherche, et en même temps, c'est aussi un élément de complexité et en termes de compréhension, parce que c'est voilà, difficile à comprendre, difficile à expliquer au lecteur. Mais voilà, par défaut, c'est le tri par pertinence. S'il ne vous plaît pas, de toute manière, vous pouvez le changer. Vous avez des critères de tri par date, c'est la date de création des ressources. Critères de tri auteur ou critères de tri titre. Donc, ça va être auteur ou titre, ça va être des critères de tri alphabétiques, hein, bien sûr. Donc, voilà, on peut évidemment changer ce critère. Si ne vous convient pas, vous pouvez toujours le modifier. Après, ce qui est en dessous, ce sont les facettes. Donc, les facettes vont nous permettre de restreindre l'affichage des résultats. Alors, les facettes, avant d'entrer dans le détail de chacune, il faut juste se familiariser avec la mécanique de celle-ci. Parce que les facettes, en fait, elles sont doubles. Vous avez la possibilité de sélectionner et vous avez la possibilité d'exclure. Alors, sélectionner, c'est ce que vous avez ici sur la gauche, cette case vide. Exclure, c'est ce qui est là, la case rouge barrée. Donc, concrètement, si je prends cette facette qui est assez simple à comprendre, qui s'appelle en rayon, je vais demander au système, si je clique ici, de restreindre la liste des résultats au document physique, document imprimé. Donc, je clique sur en rayon et ensuite, pour appliquer, pour que ma préférence de filtrage soit prise en compte, je vais devoir cliquer ici en bas sur appliquer des filtres. Mes résultats ont été restreints. J'avais 400 000 résultats, je n'en ai plus que 100 000. Vous voyez, le système affiche le filtre que vous avez utilisé. Donc, je peux en avoir plusieurs, j'en ai qu'un, mais tout filtre que j'utilise se retrouve enregistré ici. Alors, j'ai la possibilité, quand je le vois, soit de l'enlever, supprimer. Je coche sur la croix. Alors, si j'en ai plusieurs, je peux tous les supprimer en une fois en cliquant sur réinitialiser les filtres. Mais j'ai aussi la possibilité, non pas de le supprimer, mais au contraire de le garder, et de le garder en mémoire pour tout le temps de ma session. Vous voyez, ici, j'ai un cadenas. Quand je passe là-dessus, il est ouvert, et quand je passe vraiment dessus, il est rouge et il est fermé. Et donc, quand je clique, j'indique au système que je veux qu'il mémorise ce filtre. Ce qui fait que tant que je n'ai pas fermé mon navigateur, si je refais une autre recherche, allez, on va être œcuménique, on va rechercher Bordeaux, eh bien, par défaut, le système... Ah ben non, il n'a pas gardé en mémoire, pardon, c'est moi qui dis des bêtises, j'aurais pas dû repasser par l'écran d'accueil. Alors, hop, on va refaire, appliquer des filtres. Capricieux, hop. Voilà. Et donc là, en restant sur la page de recherche, voilà, là, il garde cette fois il garde le filtre. On fait un peu toute la géographie du sud-ouest, Limoges et ainsi de suite. Donc, il a gardé le filtre en mémoire ici. Donc, il va l'oublier par contre si je passe et je retourne sur l'écran d'accueil, ce qui est un peu dommage. Donc, je peux le relibérer mon filtre hop, en recliquant dessus, et sinon, je peux aussi le supprimer. Donc, ça, c'est un filtre que j'ai ajouté. J'ai dit, voilà, pour les documents en rayon, prends-moi en compte uniquement les documents en rayon. Mais je vous ai dit qu'on avait la possibilité de faire l'inverse. Au lieu de dire, garde, prends ce filtre, je peux lui dire, ne prends pas ce filtre. Vous voyez, si je vais sur la droite, j'ai quelque chose qui est marqué avec le petit infobulle, exclure ceci. Et donc, si je fais ça, eh bien, je dis au système, tu ne me prends pas en compte les documents en rayon. Il n'affiche maintenant plus que des documents électroniques. Donc, c'est l'inverse. La facette en rayon, tout à l'heure, on lui a dit, tu n'affiches que les documents en rayon. Et là, comme je lui ai dit d'exclure la facette en rayon, il m'exclut tous les documents physiques et il ne m'affiche plus que des documents électroniques. Donc, les facettes marchent
toujours dans les deux sens. Là, je le montre sur la facette en rayon, mais j'aurais pu le montrer sur des facettes langue. Mais c'est toujours la même mécanique. Je prends en compte, ou au contraire, j'exclus la facette. Si je prends la question des langues, au lieu, par exemple, j'ai plusieurs langues qui m'intéressent, au lieu d'aller sélectionner les 15 langues qui m'intéressent, je vais aller directement exclure la langue qui ne m'intéresse pas. Par exemple, je ne suis pas intéressé par le roumain, toutes les autres langues me vont, mais le roumain ne me va pas. J'exclus le roumain. Ça va plus vite. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Bon, ça après, si vous ne savez pas vous en servir, c'est pas grave. C'est vos collègues, vous voyez, ça ne les empêche pas de vivre, mais ça peut être intéressant. Et si vous voulez briller en société, par exemple, lors de votre pause déjeuner, Stéphanie, tu peux très bien dire autour de la table, est-ce que vous savez exclure une facette? Je vais le faire, je vais le faire. Je vais voir ce que ça donne. Ça fera forte impression, ou on te prendra pour une ahurie, ce qui est aussi possible. C'est à double tranchant. Donc la facette disponibilité, maintenant on va entrer un peu dans le détail du fonctionnement des facettes. Disponibilité, c'est grosso modo, c'est est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est de l'électronique? Si je veux du papier, j'utilise la facette en rayon. Si je veux de l'électronique, j'utilise accès en ligne. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça parce que accès en ligne, donc électronique, en fait, elle va se subdiviser en une ou deux facettes. J'ai la possibilité de dire au système, ce que je veux, c'est spécifiquement les articles électroniques parus dans des publications évaluées par les pairs. Je ne sais pas si c'est des notions qui vous sont familières, mais dans les processus de publication, dans le monde de l'édition scientifique, on a des revues qui sont avec des comités de lecture. Donc, ces comités de lecture sont composés de chercheurs qui sont missionnés pour lire et évaluer la qualité des articles qu'on leur soumet. Donc, ça fait qu'en termes dans la hiérarchie des publications scientifiques, les articles évalués par les pairs sont considérés comme supérieurs, bien supérieurs à des articles publiés dans des revues sans comité de lecture. Donc voilà, ça c'est une petite subtilité. C'est l'accès en ligne, mais sinon, on peut dire, parmi les documents électroniques, je veux les articles parus dans des revues à comité de lecture. Sinon, voilà, c'est binaire, accès en ligne et en rayon, et ça vous suffit. Donc, on va prendre accès en ligne. En dessous, j'ai la facette type de ressources. Donc, type de ressources, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un journal? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que ce sont des articles de journaux? Et ainsi de suite. Donc, c'est une facette qui, dans l'absolu, sur le plan théorique, est commune à toutes nos ressources, marche sur toutes nos ressources, quelle que soit la source dont elles proviennent. Sauf que si vous utilisez la facette article, que vous restreignez l'affichage pour n'avoir que des articles, par défaut, c'est sûr, vous n'aurez que de l'électronique. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de notice d'article dans Alma, on n'a pas de notice d'article pour les sources imprimées. Donc, ça ne peut être que de l'électronique si vous prenez des articles. Si vous prenez des livres, par contre, vous pourrez trouver à la fois de l'électronique et du papier. Donc, moi, je vais prendre aussi livre. Donc, sauf que tout à l'heure, j'ai pris la facette électronique, donc accès en ligne. Donc, je n'ai ici maintenant que des livres électroniques. Date de publication, c'est la même présentation tout à l'heure que dans la recherche avancée, bon, sauf qu'on ne vous demande pas le jour et le mois, c'est le millésime. Est-ce que ça doit être publié entre quelle date et quelle date? Donc, mettons entre 1990 et 2010. Là, j'ai cliqué sur affiner. Un petit peu différent cette facette. Il ne faut pas cliquer sur appliquer des filtres, il faut cliquer sur affiner pour qu'elle prenne en compte ma demande. Ensuite, j'ai la facette langue. La facette langue, alors là, je vous avais promis qu'il y aurait plus de résultats. Bon, comme j'ai fait déjà pas mal de restrictions, j'en ai plus que 3 langues proposées, mais je vous montrerai tout à l'heure avec toutes les langues complètes. Pareil, je sélectionne ou j'exclus en fonction de ce que je veux. Donc, je vais prendre français. Vous voyez, mes facettes s'accumulent, hein, elles sont toutes là. Elles s'accumulent au fur et à mesure. Alors, j'aurais pu les sélectionner toutes en une fois, hein. Là, j'essaie d'être pédagogique et de les prendre une à une, mais sinon, j'aurais pu faire toutes les sélectionner en une fois. Les sources, ce n'est pas d'un intérêt fou, les sources, ça n'est applicable là pour le coup qu'aux ressources électroniques, et plus précisément uniquement aux ressources électroniques de type articles et chapitres de livres qui proviennent du réservoir de données géré par la société Exlibris. C'est grosso modo quel est le fournisseur de la ressource.
Est-ce que ça vient de tel éditeur, de tel agrégateur de contenu, et ainsi de suite. Alors, je dis éditeur, agrégateur de contenu, mais vous voyez, ça peut être des opérateurs publics. On voit Gallica. Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF. Les données de Gallica sont aussi potentiellement indexées. Alors, je dis potentiellement parce que certains établissements peuvent avoir fait le choix de ne pas les avoir. Sujet, ça c'est une facette pour le coup, elle qui est commune à tous les types de ressources et quelle que soit leur provenance. C'est la facette sujet telle qu'on la connaît, sauf que, alors c'est pas trop parlant ici, mais on regardera tout à l'heure après, avec une recherche beaucoup plus large, ce sont des facettes qui ne sont pas dédoublonnées. On prend les données telles qu'elles nous viennent. Alors quand c'est des données qui viennent d'Alma, et plus précisément indirectement qui proviennent du SUDOC, voilà, ce qui est dans le sujet, c'est aux petits oignons. Voilà, c'est parfait parce que ce sont nos catalogueurs, nos collègues catalogueurs qui font l'indexation matière. Quand c'est des ressources électroniques qui proviennent directement des agrégateurs ou des éditeurs, c'est souvent n'importe quoi. Et c'est d'autant plus n'importe quoi que derrière, Exlibris ne fait pas un travail de dédoublonnage. Donc, on va pouvoir trouver une facette sujet qui va se répéter. On va voir, je ne sais pas, histoire avec une majuscule, histoire sans majuscule, tel terme avec un S, tel autre terme sans S, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu, on ne va pas se voiler la face, c'est un petit peu le bazar. Alors, je prendrai mon Queneau, qui est un auteur que j'aime bien. Je vais voir ce que c'est. Bon, j'ai plus que 2 résultats. Donc là, j'ai vraiment restreint. Sujet surréaliste, je pourrais encore restreindre. Bon, là, on a tout restreint. Je peux éventuellement tout mémoriser et tout réinitialiser. C'est ce que je vais faire. Donc voilà les facettes. Alors, je crois qu'on en a peut-être raté une. Ah ben oui, on en a raté une, puisque c'est les 2 facettes qui sont applicables uniquement aux ressources imprimées. Donc là, comme j'avais cherché des ressources électroniques, je ne l'avais pas. Mais vous voyez, ici, j'ai à nouveau des documents papier qui me sont proposés. J'ai 2 facettes supplémentaires qui s'appellent bibliothèque. Donc, une facette qui s'appelle Bibliothèque Campus UT1, qui me propose les bibliothèques de l'Université Toulousain. Et une autre facette qui s'appelle Bibliothèque Autre Institution. Pourquoi la facette est dédoublonnée? Tout simplement, doublonnée plutôt, tout simplement parce que je suis sur le catalogue de Toulousain et que donc en termes d'ergonomie, on me met en avant les bibliothèques de l'Université Toulousain dans une facette spécifique pour les distinguer des autres. Donc parce qu'on suppose que je vais rechercher prioritairement les ressources de l'Université Toulousain. Et en plus, ça oui, il y avait quand même d'autres facettes que j'aurais pu vous montrer. Les facettes auteurs, qui souffrent un peu des mêmes défauts d'ailleurs que la facette sujet. Hein. C'est un peu tout ce qui vient. Et des fois, tout ce qui vient, ce n'est pas terrible. Et la facette titre du périodique, donc, qui va s'appliquer uniquement aux articles parus dans des périodiques électroniques et donc uniquement aux notices qui proviennent de l'index géré par Exlibris. Ça peut être utile si je recherche spécifiquement des articles parus dans un titre de périodique. Ça peut être pas mal de restreindre. Bulletin administratif de l'instruction publique. Je vais ne trouver que des articles parus dans cette revue. D'ailleurs, je suppose que c'est quelque chose qui doit venir de Gallica, à mon avis, non, de Percé. Voilà, Percé qui est un autre portail géré par un opérateur public. Alors, je voulais juste vous montrer les langues, parce que je vous avais promis qu'on avait toutes les langues. Enfin, toutes les langues. En tout cas, pour cette recherche, vous voyez, on a beaucoup de langues. Alors, des fois, il y a des choses qui vous interpellent. Là, j'ai fait une recherche sur Limoges, et je vois qu'on me propose l'afrikaner, donc une langue parlée en Afrique du Sud. Bon, ça paraît un petit peu curieux. Il y a des choses qui paraissent hongrois, pareil, on peut s'interroger. Peut-être que c'est vrai, on peut regarder. Peut-être que ça ne l'est pas, parce que là aussi, encore une fois, c'est des choses, on est tributaire de la qualité des données que nous fournit Exlibris. Quand c'est des données sur lesquelles nous intervenons, les données d'Alma, grosso modo, et plus particulièrement celles qui proviennent indirectement du SUDOC, on est sûr de leur qualité. Quand c'est des données qui viennent des éditeurs ou des agrégateurs de contenu et qu'Exlibris nous met à notre disposition, on est sûr de rien, si ce n'est que souvent, c'est de mauvaise qualité. Bon, je pense que ça n'a absolument aucun rapport avec l'afrikaner. Ah si, remarquez, si, c'est paru, c'est paru dans une revue sud-africaine. Pourquoi pas? Enfin, des fois, vous allez trouver des choses un petit peu bizarres. Donc, ces facettes sont utiles, mais en même temps, leur contenu peut prêter un peu à débat.
Sur les facettes, sur les filtres, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses qui ne vous paraissent pas claires? Non, ça va. Alors, on va continuer en s'intéressant à la liste des résultats telle qu'elle s'affiche. Alors, je ne sais pas si cette recherche va être très intéressante. Si, ça va, c'est pas trop mal. On va rester sur celle-ci, Limoges. On va s'intéresser à la lecture des résultats. Alors, lire les résultats, ça a quel intérêt? Quel intérêt, c'est de savoir déjà, est-ce que les ressources qui me sont proposées, c'est du papier ou c'est de l'électronique? On va commencer par ça. Alors, moi, quand je suis là, vous voyez sur mon écran là, les 4 premiers résultats, je sais que sur ces 4 premiers résultats, j'ai 3 résultats électroniques et 1 résultat papier. Comment je le sais? Tout simplement parce que les résultats électroniques vont être identifiés par le lien que vous voyez là, qui est marqué accès en ligne. Accès en ligne avec une espèce de petite icône pour manifester un hyperlien, accès en ligne, accès en ligne, accès en ligne. Quand je vois accès en ligne, ce n'est pas compliqué, c'est une ressource électronique. Peu importe, par ailleurs, le type de document. Le type de document, il vous est renseigné là, sous la notice succincte, c'est marqué que c'est un article. Ici, c'est marqué que c'est un livre. Ici, c'est marqué que c'est un article. Par ailleurs, à côté de ça, vous avez des icônes qui sont supposées être des icônes plus ou moins parlantes. L'icône pour l'article, ça va être ça, l'icône pour le livre, ça va être ça, à moins qu'on ait pu récupérer la vignette de couverture. Alors, je le mentionne d'ailleurs en passant, les vignettes de couverture, on les récupère de différentes sources de données, Electre, Amazon, Cyberlibris, qui est un fournisseur de contenu numérique, et encore d'autres sources dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave, enfin, principalement et Google Books, si évidemment. Mais bon, on va dire les principaux fournisseurs de vignettes pour nous, ça va être Electre et Amazon. Donc, je ferme la parenthèse pour revenir donc à cette histoire de est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est de l'électronique. Donc, quand c'est accès en ligne, c'est de l'électronique, ça c'est simple. Quand c'est du papier, je vais trouver une icône en forme de livre et un message qui va varier d'un cas à l'autre. Donc là, ici, j'ai un message qui est marqué « Où trouver les documents ». Donc, quand je vois que c'est « Où trouver les documents », je sais que c'est du papier. Mais je peux aussi avoir du papier avec une autre mention. Alors, hop, je vais filtrer, appliquer filtre. Donc là, je sais que ça ne peut être que du papier puisque j'ai demandé que les résultats soient restreints pour la bibliothèque de l'Arsenal. Et vous voyez, ce n'est pas... Donc j'ai la même icône, mais je n'ai pas la même mention. Je n'ai pas marqué « Où trouver ce document ». J'ai la mention « Disponible, bibliothèque de l'Arsenal, communiqué sous 48 heures ». Donc tout simplement, la différence, c'est que le système, ici, à chaque fois que c'est possible, il m'indique la bibliothèque et l'emplacement de la bibliothèque de mon établissement qui possède un exemplaire. C'est-à-dire que là, je suis sur le catalogue de l'Université Toulousain. L'Université Toulousain possède un exemplaire actuellement en rayon pour ce titre. Eh bien, il m'indique ici, tout de suite, pour que je vois tout de suite cette information, dans quelle bibliothèque de mon établissement et dans quelle localisation de cette bibliothèque je vais pouvoir trouver ce document. Tout à l'heure, je vais revenir en arrière, tout à l'heure, il y avait marqué où trouver ce document, où trouver les documents, tout simplement parce qu'aucune des bibliothèques de l'Université Toulousain ne possédait d'exemplaire de ce titre. Ou plus exactement, aucune des bibliothèques de l'Université Toulousain ne possédait d'exemplaire en rayon pour ce titre. Peut-être que l'une des bibliothèques de Toulousain avait un exemplaire, mais cet exemplaire était indisponible. Par exemple, il était en prêt. Donc, comme il n'y avait pas d'exemplaire disponible, il me dit où trouver les documents, sous-entendu, dans quel autre établissement vais-je trouver cette ressource? Alors que là, tout à l'heure, pour le document de la bibliothèque de l'Arsenal, il y a un exemplaire qui est disponible en rayon et on me dit l'endroit où je vais le trouver. Quel endroit, quelle bibliothèque, quel endroit dans la bibliothèque. Voilà, c'est une petite subtilité, mais en tout cas, voilà, si vous trouvez disponible bibliothèque machin ou si vous trouvez où trouver les documents, dans les deux cas, c'est que vous avez c'est une ressource papier. Alors, on va commencer par les ressources papier, on va essayer d'entrer dans le détail, parce que ce qu'on voit là, ici, à ce stade, ça n'est que une notice succincte sur laquelle je ne peux pas agir. Je ne peux pas, par exemple, faire de demande de réservation. Donc, je vais devoir cliquer dessus
pour accéder à la fois au détail complet des informations relatives à ce titre et à l'environnement de service de ma ressource, enfin disponible pour cette ressource, pardon. Donc, j'ai la reprise ici de la notice succincte, le titre, la mention d'auteur, les mentions d'édition, le type de ressource, le lieu, l'un des lieux, l'une des bibliothèques dans laquelle ce document est disponible, si c'est possible pour cet établissement. Et ensuite, je vais trouver 3, 4 blocs d'informations. Alors, le bloc qui est immédiatement en dessous, que je représenterai tout à l'heure, c'est le bloc qui vous propose des fonctionnalités d'exportation. Pour envoyer la notice par mail, pour récupérer un lien pérenne, et ainsi de suite. On le reverra tout à l'heure. Le bloc encore en dessous, c'est le bloc option de demande. Alors, option de demande, je vous le montrerai tout à l'heure plus en détail parce qu'il y a d'autres choses à voir là-dessus. Là, j'ai tout de suite l'accès aux informations de disponibilité de mon exemplaire. Je vous montrerai un cas dans lequel la ressource est conservée à plusieurs endroits, parce qu'on a un écran intermédiaire. Donc, je reviendrai tout à l'heure en détail avec un autre exemple. Notice détaillée, c'est la notice détaillée que vous connaissez quand vous êtes catalogueur. Alors, on n'a pas repris tout le contenu de la notice Unimark, mais une bonne partie des champs d'information de la notice Unimark s'y trouve. Donc, elle est évidemment beaucoup plus complète que ce qu'on trouve ici. En dessous, on peut trouver ici ou là la fonctionnalité d'étagère virtuelle qui est proposée. Donc, elle va être proposée, on va en quelque sorte consulter ce qui se trouve sur la même étagère. Donc, la même étagère, c'est-à-dire les documents qui sont conservés sous la même cote, la même tranche de cote. Donc, ça permet de balayer un peu pour accéder comme ça plus facilement à des ressources a priori connexes. Alors, je vais faire une autre recherche pour vous montrer l'écran intermédiaire dont je vous parlais. Alors, qui me permet d'ailleurs de vous montrer autre chose avant ça. Donc, je fais une recherche bateau, tellement bateau, vous voyez, code civil, que j'ai une petite information supplémentaire que je n'avais pas tout à l'heure avec mes autres recherches, qui est version disponible, voire toutes les versions. Et en l'occurrence ici, 36 versions disponibles. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une notice de regroupement. Le code civil, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais le code civil, chaque année, les éditeurs, par exemple Dalloz, va éditer une nouvelle version du code civil. D'une année sur l'autre, ça donne lieu chez nous à la création d'une nouvelle notice. Eh bien, le système, pour essayer de simplifier l'affichage, va regrouper toutes les notices correspondant aux différentes éditions d'un même titre. Il va les regrouper sous une notice, sous une seule et même notice. Donc, en l'occurrence, ça n'est pas visible, mais c'est la notice la plus récente. Et donc là, il me dit qu'il y a 36 versions disponibles, 36 éditions disponibles pour ce titre. Si je clique dessus, je vais déplier cette fois les 36 notices en question. Et vous voyez, 114, 2014, 114e édition, 2015, 115e édition, et ainsi de suite. Et ce regroupement de notices, que dans le jargon propre à ce système, on appelle de la FRBérisation, par référence au modèle FRBR, ces notices qui sont FRBérisées, regroupées, vous voyez, ce peut être à la fois des notices de ressources électroniques, accès en ligne, ou des notices de ressources imprimées, disponibles, médiathèque, Montoriol, livre, salle de lecture. Donc voilà, on va regrouper pour un même titre, en tout cas pour toutes les éditions, papier ou électronique, de ce titre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commode parce que ça permet de rendre l'affichage un petit peu plus sympa. Parce que sinon, vous auriez dès l'écran précédent vos 36 notices qui seraient tout de suite déployées. Là, au moins, vous n'en avez qu'une. Et une fois dessus, vous êtes certain que vous n'avez que les éditions qui correspondent à ce titre que vous recherchez. Alors, hop, moi, qu'est-ce que je cherche? Je vais prendre celle-ci, par exemple. Alors, c'est du papier que je voulais voir. Je peux cliquer, code civil. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui est là, dans cette section qui s'appelle « Obtenir ». On verra tout à l'heure que pour la DocElec, elle s'appelle différemment.
Tout à l'heure, je vous ai dit, comme il n'y avait qu'une seule bibliothèque qui possédait un exemplaire, j'étais tout de suite à l'affichage détaillé de l'exemplaire. Là, ce n'est pas le cas. J'ai un écran intermédiaire. Et a priori, si vous arrivez à tout reconnecter, je pense que vous devez à peu près comprendre quel est cet écran intermédiaire. Cet écran intermédiaire, en fait, c'est l'affichage des notices de holding qui sont dans Alma. Parce que je vous rappelle, la notice de holding dans Alma est une notice qui regroupe tous les exemplaires d'un même titre qui sont conservés dans une même bibliothèque et un même emplacement dans cette bibliothèque. Eh bien, vous voyez, cette notice de holding qu'on voyait dans Alma, un reflet ici dans Primo. J'en ai 5. Je pourrais faire la recherche tout à l'heure, d'ailleurs, dans Alma, pour vous le montrer. Bibliothèque de l'Arsenal, bibliothèque François de Boutaric, bibliothèque Garrigou, et 2 notices de holding pour la médiathèque Montoriol. D'ailleurs, ça m'étonne un petit peu, puisque les emplacements ont l'air exactement les mêmes. Peut-être un cas que j'irai investiguer un peu plus tard. Mais vous voyez que derrière cette notice de holding-là, j'ai 2 exemplaires. Mes 2 exemplaires qui étaient rangés au même endroit ont été regroupés sous la même notice intermédiaire. Donc, c'est quand je vais cliquer dessus que je vais accéder au niveau de détail de mon exemplaire. Code barre, type de matériel et les informations pour savoir combien de temps le document est prêtable. Donc, on me dit connectez-vous pour voir les règles de prêt. Et de fait, je ne suis pas encore connecté, donc je ne les vois pas. Le statut, donc je vois que l'exemplaire est en rayon. Et ici, j'ai le bouton, j'aurai un bouton demande qui me sera proposé en fonction de mes droits. Demande de réservation. Alors, vous avez vu ou vous verrez dans les vidéos qui ont été faites pour la circulation que les réservations, je vous montrerai tout à l'heure, je ferai une réservation en direct, les réservations sont faites au niveau de l'exemplaire aujourd'hui dans notre réseau. Donc, il faut aller jusqu'à cet écran d'affichage pour pouvoir faire une demande de réservation d'un document, si le document est réservable. Ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques jours ou dans quelques semaines, sans doute plutôt dans quelques semaines. Le bouton de réservation sera positionné ici. Et dans ce cas de figure, je réserverai un exemplaire parmi tous les exemplaires réservables qui sont proposés pour ce titre, peu importe lequel. Ce qui comptera pour l'usager, ce sera de dire où il veut retirer son document et pas de dire je veux le document de la bibliothèque François de Boutaric. Parce que ça, grosso modo, les lecteurs s'en fichent un peu de savoir d'où provient le document qu'on leur fournit. Mais là, à ce stade-là, il faut vraiment aller systématiquement jusqu'au niveau de détail le plus bas, c'est-à-dire jusqu'au niveau de détail de l'exemplaire, pour pouvoir accéder ensuite au bouton demande. Alors, je vais quand même me connecter pour vous montrer à quoi ça ressemble. La connexion, donc j'ai cliqué sur s'identifier, mais j'aurais eu le même résultat en cliquant ici. J'ai une petite page qui me demande qui je suis. Est-ce que je suis un usager institutionnel? Donc, est-ce que je suis étudiant, personnel ou enseignant d'un de ces établissements? Ou est-ce que je suis un lecteur autorisé? Ou un lecteur extérieur, si vous préférez. Donc, moi, je suis un institutionnel, et donc j'arrive sur une page maintenant qui vous est familière, même à Maeva, qui est la page de notre serveur CAS, qui vous permet ensuite de vous connecter à Alma, pas tout de suite pour Maeva, et au compte lecteur Primo, là, autrement. Donc cette fois, je suis connecté, voilà, je suis reconnu, du CAS Loïc. Je ne sais plus trop quelle ressource j'avais pris, celle-ci, je crois. Alors, c'est assez lent parce que je suis sur mon réseau Wi-Fi, vous l'excuserez. Bon, alors, le document n'est pas réservable, alors ce serait plutôt le document de l'Arsenal que je pense pouvoir réserver. Hop. Voilà, bouton, là j'ai le bouton demande qui apparaît. Il apparaît contextuellement, c'est-à-dire que si un document n'est pas réservable compte tenu de mes droits, c'est-à-dire le groupe utilisateur auquel j'appartiens, le fait que je sois en retard, pas en retard, l'établissement éventuellement auquel j'appartiens. En fonction de mes droits, on va me proposer le bouton demande ou pas de bouton demande. Donc, s'il n'y en a pas, c'est que le document n'est pas réservable ou qu'il n'est pas réservable pour moi. Et s'il y en a un, c'est qu'a priori, il est réservable pour moi. Et vous voyez tout à l'heure, on vous disait qu'il fallait se connecter pour voir la durée de prêt qui m'est consentie. On voit ici qu'elle est de 60 jours. Là aussi, c'est une information qui est contextuelle, c'est-à-dire en fonction des droits du lecteur. Et vous savez qu'on n'a pas forcément les mêmes droits selon qu'on est personnel ou que l'on est étudiant.
Donc voilà, ça c'est une notice de ressources physiques, la section, les différentes sections et surtout la section de demande avec le niveau exemplaire qui est le niveau pour nous de gestion de nos services, de notre service de réservation. Ça c'était un titre, c'était un livre, pardon. On va regarder un périodique. Périodique, ce n'est pas forcément très différent, et je souhaite quand même vous le montrer, parce que le signalement des périodiques n'est pas forcément optimal. Il faut quand même bien pas se voiler la face. Alors, je vais prendre un exemple que j'affectionne, parce que c'est un exemple, il y a toujours beaucoup de résultats, c'est toujours bien causant. Le bulletin des bibliothèques de France, même s'il me semble qu'il ne paraît plus sous forme imprimée. Donc, les sections, les différentes sections sont toujours les mêmes. Notice succincte, fonctionnalité d'export, notice détaillée, étagère virtuelle éventuellement. Et donc, au milieu, les notices de holding. On est au niveau des notices de holding, mais on est sur des notices de holding correspondant à des périodiques. Et donc, ce qu'on nous affiche ici, ce n'est pas le nombre d'exemplaires, ça va plutôt être les états de collection. Alors, on a deux types d'états de collection affichés. On a l'état de collection tel qu'il est généré par Alma. Il est généré par Alma en fonction de la présence ou pas d'exemplaires. Alors, je m'explique. Pour les périodiques, les fascicules de périodiques, dans notre ancien système de gestion de bibliothèque, on avait pas mal d'établissements qui avaient pris l'habitude de ne pas créer d'exemplaires à chaque fois qu'ils bulletinaient un fascicule. Donc, ils recevaient les documents, les fascicules, il est bulletiné, puisqu'il gérait les périodiques avec le SIGB, il est bulletiné, mais il ne demandait pas au système de créer un exemplaire. Et du coup, il n'avait généralement qu'un seul exemplaire, qui est un exemplaire fictif qui nous était nécessaire pour le bon affichage des périodiques dans notre ancien système. Et quand on a changé de système, on est passé d'Horizon, c'était le nom de notre SIGB à cette époque, sur Alma, on a migré, pour des titres de périodiques, on a migré des états de collection qui se résument à un seul exemplaire de fascicule. Et du coup, le système, quand il génère automatiquement lui-même les états de collection, il nous génère des états de collection pipeau. Il nous génère des états de collection pipeau parce qu'il n'a qu'un seul exemplaire, qui est par exemple ici l'exemplaire correspondant au numéro 2016. Pas plus. Alors que par ailleurs, probablement, la bibliothèque de l'Arsenal a une collection beaucoup plus pour ce titre. Mais comme il n'y a qu'un seul exemplaire pour ce titre dans cette collection de la bibliothèque de l'Arsenal, l'état de collection se retrouve tout maigrichon. À côté de ça, on a d'autres types d'états de collection qui sont des états de collection qui seront familiers pour le coup à Stéphanie et qui seront peut-être familiers aux autres, qui sont des états de collection de type bibliographique, tout simplement parce que ce sont les états de collection qui se trouvent dans les notices. Pour pallier la médiocrité, pour ne pas dire pire, du signalement des états de collection, signalement automatique des états de collection par Alma, on a entrepris un travail de correction, et ce travail de correction consiste en fait à insérer dans la notice de holding de nos périodiques les états de collection bibliographiques. Et là, vous voyez, vous sont plus familiers. C'est l'état de collection de 97, numéro 1 de 97 au numéro 3 de 97, du numéro 2 de 98 au numéro 6 2002, du numéro 2 de 2003 au numéro 6 2015, et ainsi de suite. Et a priori, l'état de collection est fermé pour cette bibliothèque. Donc ça, ça fait qu'on a des choses qui sont très hétérogènes. Là, on a à nouveau un état de collection bibliographique, là on a un état de collection Alma, et ainsi de suite. Et ça fait que malheureusement, on a ici, vous voyez, une fonctionnalité de recherche qui est une fonctionnalité de recherche qui théoriquement doit permettre au lecteur de restreindre la liste de ces notices de holding aux seules notices de holding possédant le numéro dont a besoin le lecteur. Comme nous, nos états de collection sont des états de collection qu'on a créés, insérés volontairement à la main, mais pas les états de collection Alma, cette fonctionnalité de recherche, elle ne marche plus. Elle ne marche plus, ou elle marche de manière incomplète. Alors, si je demande 2018, par exemple, l'année 2018, on me propose, c'est respectable, on me propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notices de holding, mais peut-être qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Et sans doute qu'il y en a beaucoup plus. Simplement, mes bibliothèques en question, les autres bibliothèques n'ont pas créé d'exemplaires de fascicules pour les numéros reçus au cours de l'année 2018. Donc cette fonctionnalité se trouve de facto un petit peu caduque.
Après, si je rentre dans le détail, c'est la même présentation. Alors, vous voyez, là, on est au Mirail, et vous voyez, j'ai un seul numéro. Ah oui, évidemment, parce que je reste filtré sur 2018, j'étais tout surpris. Hop. Alors, on va revenir aux options de demande. On va reprendre tout, histoire d'avoir une collection un peu plus complète. Là, j'ai un exemplaire, j'ai un exemplaire fictif pour la bibliothèque de la manufacture. J'aimerais bien avoir un vrai état de collection. Je sais pas si... Enfin, voilà. Là, j'ai une liste complète, en tout cas une liste un peu plus étoffée. Alors, ça n'a pas empêché les collègues de modifier leur état de collection pour mettre l'état de collection bibliographique. Mais voilà, eux avaient une liste beaucoup plus importante d'exemplaires. Parce que vous voyez, ils ont 522 exemplaires pour ce titre de périodique. Donc, on passe d'un extrême à l'autre entre une bibliothèque qui a une liste longue comme le bras d'exemplaires et qui potentiellement, d'ailleurs, pourrait avoir un état de collection Alma clean. Bon, ils ont fait le choix d'avoir l'état de collection bibliographique, c'est leur droit. Mais voilà, on passe d'un extrême à l'autre avec la BUC Mirail, par exemple, et la bibliothèque de l'Arsenal ou de la Manufacture, où on n'a qu'un seul exemplaire affiché. Donc, le signalement des périos est vraiment pas terrible. Ça, il faut le retenir. Mais après, la logique est la même. Si je veux faire une réservation pour un exemplaire d'un périodique, il va falloir que j'aille jusqu'au niveau de détail des exemplaires. Donc ça, ce sont mes ressources imprimées. Mes ressources électroniques, on va les détailler un petit peu. Alors, peut-être pas ça qui, peut-être pas le truc plus intéressant, Bulletin Bibliothèque de France. Hop, journal. On va prendre le bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, pourquoi pas. Donc, je vous ai dit, c'est une ressource électronique, puisqu'on a la mention accès en ligne. Si je clique dessus, ah oui, c'est pas intéressant du tout. Alors, je vais prendre une autre revue. Alors, toujours pareil, pour la DocElec, j'aime bien chercher en anglais, mais bon, on a évidemment des ressources francophones. Hop, accès en ligne. On va prendre un livre. On va commencer par un livre, après on regardera les périodiques. Donc, la structure de ma notice détaillée est la même. Notice succincte, on a pu récupérer la vignette de couverture. Fonctionnalité d'export, un bloc qui s'appelle non plus obtenir mais consulter, et la notice détaillée. Bon, pas d'étagère, puisqu'il n'y a pas de cote pour les ressources électroniques. Alors là, le bloc consulté, là, c'est, là aussi, pour essayer de matcher avec ce qu'on avait vu lundi, c'est ici, ce qui s'affiche ici, en fait, c'est le nom de la collection électronique dans laquelle figure ce titre. Donc, cette collection électronique s'appelle Accès utérin Taylor and Francis Livre. Et le lien d'accès, parce que vous voyez, ce bouton est cliquable, c'est le lien d'accès vers le texte intégral de la ressource chez cet éditeur, Taylor and Francis. Et ce lien d'accès, c'est le lien d'accès qui est fourni par le portfolio. Je ne sais pas si vous vous rappelez du portfolio, mais le portfolio, je vous avais dit, c'était l'équivalent de l'exemplaire pour les ressources électroniques, et c'était la donnée qui permettait d'obtenir l'accès à la ressource électronique. Bien, ce lien, voilà, il est fourni par le portfolio avec la mention donc de la collection électronique dans laquelle figure ce titre. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, il peut y avoir des commentaires en dessous. Là, on a le commentaire que le titre a été souscrit dans le cadre d'une politique d'achat nationale qui s'appelle les licences nationales. Pas très intéressant. Petite particularité quand même, ce que je vous ai dit, on est dans le catalogue de Toulousain, donc je ne vois que les ressources électroniques de Toulousain. Je vois un lien toulousain et bizarrement, je vois un lien Toulouse-INP, Food and Net Base. Alors pourquoi je vois ce lien INP que théoriquement je ne devrais pas voir? Je le vois ici tout simplement parce que je suis connecté et que le système me reconnaît comme un usager de l'INP. Alors croyez-moi, je ne travaille pas pour l'INP, mais dans mon dossier ALMA, aujourd'hui, à l'instant où je parle, l'établissement auquel je suis affilié, c'est Toulouse INP. Et comme c'est Toulouse INP et que par ailleurs, Toulouse INP a effectivement un abonnement, un accès à ce titre d'e-book, le système me propose le lien d'accès Toulouse INP en plus du lien d'accès qui me fournit par défaut pour l'Université Toulouse. Si je me déconnecte, fermez la session.
cool parce qu'il me renvoie à la page d'accueil. Si je me déconnecte, on va essayer de retrouver la ressource. Accès en ligne. Voilà, c'était celui-ci. Je n'ai plus le lien d'accès vers Toulouse INP puisque je suis en consultation anonyme et je ne suis plus reconnu comme un usager de l'INP. Donc, on nous propose par défaut que le lien d'accès de l'Université Toulouse 1. Je vais pas, je vais cliquer dessus, mais je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas possibilité de passer cette page, parce que l'accès aux ressources électroniques, généralement, et pour tous les établissements maintenant, proxifié, c'est-à-dire qu'on passe par un serveur intermédiaire, on se connecte à ce service. Alors des fois, c'est transparent parce qu'en fait, vous êtes déjà connecté à la solution d'authentification de votre établissement, donc vous ne vous en rendez pas compte, mais vous passez par un serveur intermédiaire pour pouvoir consulter la ressource. Et en l'occurrence, pouvoir consulter la ressource à distance. Bon, sur place, ça n'aurait pas trop d'incidence, mais à distance, qui est mon cas, je suis depuis chez moi, voilà. Si j'avais les droits d'accès je me connecterais, je pourrais accéder à la ressource en ligne à distance. Donc voilà, ça c'est un livre électronique. Je vais vous montrer un périodique électronique, ou peut-être un article plutôt. Alors, un article, que ça, là pour le coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de distinction entre livre, périodique et article. Donc les articles, vous voyez, souvent ils ont des citations, hein, des extraits de citations, de courtes citations. C'est pas toujours le cas, mais ils en ont. On peut trouver aussi des fois du texte intégral. Alors, en ligne. Mais le mécanisme est le même. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de liens. Cette fois, c'est intéressant, j'ai beaucoup de liens parce que cet article-là figure dans un journal, donc Stanford Law Review, qui est un journal qui est disponible dans plusieurs collections souscrites par l'Université de Toulouse. En l'occurrence, il est présent dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 collections de l'Université Toulouse. Vous voyez d'ailleurs en dessous que d'une collection à l'autre, on n'a pas les mêmes couvertures chronologiques. C'est-à-dire que là, cette collection-là, c'est ce qui est paru depuis 84. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-ci. Celle-là, par contre, c'est ce qui est paru depuis 98. Celle-là, c'est ce qui est paru depuis 48. Et celle-là, c'est ce qui est paru depuis 2006. Donc, les conditions d'accès ne sont pas tout à fait les mêmes, mais voilà, il n'empêche, ces trois collections-là, objectivement, fournissent des modalités d'accès absolument identiques. Et d'ailleurs, c'est a priori le même agrégateur de contenu. Donc, il peut y avoir comme ça, voilà, pour un même établissement, plusieurs collections, plusieurs liens d'accès proposés. Voilà, il peut arriver, alors je ne vais pas essayer de chercher l'exemple, mais il peut arriver que les liens d'accès soient un petit peu différents, c'est-à-dire que ce ne soient pas des liens qui soient fournis par Alma, parce que voilà, c'est les liens des portfolios qui sont stockés dans Alma, mais des liens qui sont des liens en grisé, qui sont en fait des liens qui sont directement intégrés dans la notice que vous consultez. Ce que les éditeurs donc transmettent les articles de les notices de leurs articles à Exlibris, et souvent dans ces notices, il y a directement un lien d'accès qui est intégré. Ce lien d'accès va apparaître en grisé en fait, au lieu d'apparaître comme ça en bleu, parce que c'est un lien qui est fourni, intégré directement dans la notice et qui n'est pas fourni par Alma. Au demeurant, ce qui est là est fourni en direct. C'est-à-dire que si, je sais pas, les personnes qui gèrent les ressources électroniques de Toulouse 1 désactiver, ça veut dire rendre inactive une collection, la rendre indisponible. S'ils rendent indisponible cette collection, si je reviens dans 10 secondes, je n'aurai plus le lien d'accès pour cette collection-là. J'aurai les autres, mais je n'aurai plus celui-ci. Parce que ces données-là, tout ce qui apparaît là, dans consulter ou pour les ressources imprimées tout à l'heure, dans obtenir, ce sont des données qui sont vraiment fournies en temps réel par le système. Au demeurant, je peux d'ailleurs vous faire une petite recherche assez rigolo. Alors, je reviens sur les ressources imprimées pour vous montrer
quelque chose que je vous dis que l'affichage est fourni en temps réel, donc je vais vous en faire une démonstration avec une ressource imprimée. Et je vais aussi vous alerter sur quelque chose, puisque ça, je vous ai dit, voilà, ce qui est là, disponible bibliothèque de l'Arsenal, communiqué sous 48 heures, c'est l'information de disponibilité du document dans la bibliothèque, enfin, dans une des bibliothèques de l'établissement dont je consulte le catalogue. Sauf que cette information-là, elle n'est pas fournie en temps réel. Donc vous la voyez, ça veut dire qu'a priori, l'exemplaire est en rayon. Mais dans la pratique, on n'est pas sur du temps réel. Et je vais vous montrer comment et pourquoi. Alors, avant ça, je vais copier le code barre. Alors, au passage, vous voyez, il y a des liens différents. Là, c'est des liens parce que ça pointe vers un formulaire pour faire une demande. C'est un document qui est conservé dans des magasins distants. Donc, c'est un cas un petit peu particulier. Je copie le code barre parce que je vais me prêter le document à moi-même. Donc, je suis passé sur Alma, banque de prêt, bibliothèque de l'Arsenal. Alors, hop, on se fait le prêt. Alors, il y a un peu de passage chez moi, c'est pour ça que je salue. C'est pas vous que je salue, je n'ai pas perdu les pédales. Je viens de me faire le prêt. Je vais recharger la page de mon navigateur. Et vous voyez ici qu'en temps réel, on vient de m'afficher que le document était prêté jusqu'au 6 avril, 22 heures. 22 heures, c'est parce que c'est l'heure de fermeture de la bibliothèque de l'Arsenal, enfin, en dehors de période de confinement. Et vous voyez, ça correspond bien à ce qui est affiché dans mon compte. Si je reviens sur la page de résultats, eh bien, vous allez voir, je vais à nouveau appliquer ma facette, vous allez voir que ce document-là est toujours marqué comme disponible, bibliothèque de l'Arsenal, communiqué sous 48 heures. Voilà. Cette information-là, c'est un point de repère pour vous, mais c'est un point de repère qui ne doit pas être considéré comme étant d'une fiabilité absolue. Donc, si vous voulez vraiment être sûr qu'un document est en rayon, il faut vraiment que vous alliez jusqu'au niveau de l'exemplaire pour voir quel est son statut de prêt, prêté ou pas. Voilà. Alors, je vais retourner sur Alma pour supprimer le prêt. Alors, supprimer le prêt, ce n'est pas tout à fait la même chose que faire un retour. C'est juste que j'annule mon prêt. J'ai changé d'avis. Est-ce que, il est 11h40, avant qu'on regarde un petit peu les services, est-ce que vous avez des questions sur la manière dont les données s'affichent dans Primo? Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Dites-moi. Ça va? Bon, OK. Alors, juste pour compléter, être complet sur l'affichage des résultats, il vaut mieux conseiller à vos lecteurs de se connecter au catalogue. Pourquoi il vaut mieux leur conseiller de se connecter au catalogue, quand bien même ils ne veulent pas utiliser les services associés? Tout simplement parce qu'on a un certain nombre de ressources qui sont des ressources qui ne sont visibles que si le lecteur est reconnu comme appartenant à un établissement ayant accès à la ressource en question. Alors, je pense à un cas très précis, en même temps très important, qui est celui du Web of Science, qui est une base de données bibliographique très importante pour les enseignants-chercheurs, puisque c'est une base de données bibliographique de référence. Eh bien, le Web of Science, les données du Web of Science sont accessibles depuis Primo. Simplement, si votre lecteur n'est pas reconnu comme appartenant à un établissement qui a un droit d'accès sur cette ressource, il ne verra pas les articles, les métadonnées qui proviennent du Web of Science. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux conseiller au lecteur de s'identifier. Parce que s'identifier, vous l'avez vu tout à l'heure à propos du lien d'accès vers la ressource qui pointait vers une collection INP. Ben, quand vous êtes identifié, l'établissement sait à quel établissement vous appartenez. Tout à l'heure, moi, j'étais reconnu comme appartenant à l'INP. Ben, si l'INP a un droit d'accès, un abonnement au Web of Science, je vais pouvoir bénéficier de l'affichage des métadonnées du Web of Science. Alors, je vais passer pour que la démo soit du coup un petit
peu plus efficace, aller sur le catalogue de Toulouse INP. Donc là, je suis depuis chez moi. Donc, rien n'indique au catalogue, au système que j'appartiens à Toulouse, Toulouse INP. Hop. Je change de domaine disciplinaire, mais je fais toujours des recherches un peu ras la moquette. J'ai pas mal de résultats quand même. J'ai 12 197 853 résultats. Mais si je m'identifie, je devrais en avoir beaucoup plus. Eh bien, alors, que s'est-il passé? Aurait-il directement, ou alors l'INP n'aurait pas d'accès? Oh, ça paraît bizarre, ça. Bon. Voilà, quand on ne prépare pas ces exemples, quand on les teste en direct, théoriquement, j'aurais dû avoir plus de résultats. Donc, ou il m'a déjà reconnu comme INP, ou il ne me reconnaît plus comme INP, mais ça, c'est un problème, ou l'INP n'a plus d'accès au Web of Science, mais voilà, il faut retenir que de manière mécanique, un lecteur, il a tout à gagner à se connecter dès le départ, dès avant de faire sa recherche. Après, par ailleurs, voilà, il va accéder à un certain nombre de services, je vais vous montrer maintenant. Donc, les services du compte lecteur, je suis connecté, je vais rester ici sur le catalogue de l'INP. Mon compte lecteur, il est accessible quand je clique sur mon nom. J'ai un espace compte lecteur. Ce compte lecteur va me servir à 3 choses. Consulter mes prêts. Enfin, plus d'ailleurs, il pourrait me servir à plus de choses. On va prendre dans l'ordre. Il me permet de consulter mes prêts en cours. Ce que vous voyez ici, marqué prêt. Quand je suis sur mes prêts en cours, j'ai la possibilité de prolonger mon prêt, donc de faire ce qu'on appelle un renouvellement. Alors, je ne sais pas si vous avez toutes eu le temps de regarder la vidéo sur le renouvellement. Renouvellement, c'est un peu particulier, la manière dont les prêts sont prolongés par le système. Parce que potentiellement, on peut prolonger presque tous les jours, tant qu'on n'a pas atteint la durée de prêt, de prêt maximale autorisée. Donc là, je ne sais pas si je suis prolongeable. Voilà. Donc là, j'ai un échec de prolongation, qui est en anglais, ce qui est un peu dommage. The due date is already set to the renewed due date. Donc, grosso modo, j'ai déjà atteint ma durée de prêt maximale autorisée, donc ça ne sert à rien de prolonger. Petit message d'erreur qui ferait mieux d'être en français, donc je regarderai d'ailleurs dans les prochains jours pour le traduire. Mais voilà, théoriquement, c'est depuis cet écran que je vais pouvoir renouveler mes prêts si je ne suis pas en retard. Parce que si je suis en retard, de toute manière, on ne me proposera pas de prolonger mes prêts. De la même manière, on ne me prolongera pas de prolonger mes prêts si le document n'est pas renouvelable. Il peut arriver qu'un document ne soit pas renouvelable, ou il peut arriver qu'un document ne soit plus renouvelable parce qu'il est demandé par un autre lecteur. Voilà, ça, c'est une cause de blocage des renouvellements de prêts, la réservation par un tiers. Mais sinon, voilà, je peux prolonger après, voilà, suivant des calendriers, des spécificités un petit peu dures à comprendre ou dures à entendre, puisque le point de départ de mon renouvellement, c'est le jour auquel je fais le renouvellement. On ne va pas ajouter directement la durée totale de renouvellement à ma durée de prêt de base. On va calculer en fonction de la date du jour pour m'ajouter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., en fonction de la date à laquelle je me trouve. Donc, vous verrez, c'est expliqué plus en détail avec la vidéo sur la prolongation. Mais en tout cas, depuis Primo, ça se passe tout simplement comme ça. Dans l'onglet Services, je vais voir l'état de mes demandes. Alors, les demandes, on va se focaliser, dans le cadre de la formation sur la circulation, on va se focaliser sur les demandes de réservation des lecteurs. C'est de ça dont j'ai parlé jusqu'à présent. Néanmoins, les demandes peuvent être autres. On peut trouver des demandes d'achat. C'est ce que vous voyez ici. J'ai des suggestions d'achat qui sont en cours de traitement et j'en ai une aussi qui est rejetée. Donc, en fait, toutes les demandes que le lecteur peut faire à la bibliothèque vont se trouver ici. Donc, je vais faire tout à l'heure une demande de réservation pour que vous voyez comment ça marche. Troisième onglet, c'est la consultation des blocages. Alors, amende et frais, ce n'est pas exactement le cas puisqu'on n'applique pas d'amende
et on n'applique pas de frais. Donc, d'ailleurs, oui, pardon, l'onglet blocage est juste à côté. Donc, amende et frais, c'est même quelque chose qui devrait être masqué, puisque dans les faits, nous n'appliquons ni amende ni frais. On verra par la suite. Et blocage message, donc c'est là que je vais trouver les blocages qui m'ont été infligés quand je rends un document en retard. Voilà. Quand je rends un document en retard, je suis bloqué pour une durée qui va dépendre de la durée de mon retard. C'est là aussi que je peux trouver un message. Pareil, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, vous avez déjà vu la vidéo sur ce sujet, mais j'ai la possibilité de mettre un message dans le dossier de mon lecteur sur Alma, et le message que je lui mets va s'afficher ici. Un message d'information du style « On a retrouvé votre carte mute ». Voilà. Mais l'essentiel, malgré tout, se passe ici au niveau de prêt, de service. Alors, service, je vais annuler des réservations quand même pour vous montrer. Celle-ci, annuler cette demande, que ce soit une réservation mise de côté de documents ou une réservation, enfin une demande d'achat, c'est le même principe. Enfin, dès que j'ai le bouton annuler, je peux annuler. Pour les prêts, je ne l'ai pas montré, mais je ne sais pas si j'en ai. Mais vous avez la possibilité, parce que par défaut, vous êtes sur les prêts actifs, donc les prêts que vous avez sur votre dossier à l'instant T. Mais si vous switchez sur prêts précédents et historique de prêts, vous allez voir vos prêts antérieurs. Bon, de fait, la prolongation est impossible, puisque de toute manière, c'est un document que j'ai rendu. Mais voilà un document que j'avais en prêt et que j'ai rendu depuis. Alors, on voit d'ailleurs la date de retour initialement prévue, 9 février, et la date de retour effective, je l'ai rendue le 19 janvier à 15h47. Je vais faire une réservation. C'est très, très simple. Alors, je vais reprendre mes codes civils, puisque tout à l'heure, je vous l'ai montré. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est encore mieux. Alors, on est sur le catalogue de Toulousain, donc je n'ai plus la facette bibliothèque Toulousain, mais j'ai la facette bibliothèque Autre Campus. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais l'ordre d'affichage des facettes à l'intérieur d'une grande facette, c'est en fonction du nombre de résultats. Donc, la bibliothèque de l'Arsenal, c'est celle qui a le plus de résultats, donc c'est celle qui est proposée en tête. Puis après, c'est Garrigou, la Manufacture, Albi, Montoriol avec 48 résultats, et ainsi de suite. Bibliothèque de l'Arsenal, c'était celui-ci, mais vous voyez, j'ai moins de versions, puisque l'INP n'a pas forcément toutes les versions électroniques que l'Université Toulousain pouvait avoir. Et c'était celui-ci, je crois, 2015. Alors, c'était le document de l'Arsenal qui était réservable pour moi, si je ne dis pas de bêtises. Demande. Donc, le document est réservable à l'Arsenal, tout simplement parce que l'Arsenal permet aujourd'hui les réservations de documents qui sont en rayon pour les usagers qui sont des usagers extérieurs à l'Université Toulousain, ce qui est mon cas, puisque je suis a priori reconnu comme un usager de l'INP. Alors, je vais demander, par exemple, un retrait à la bibliothèque de l'ENSIA 7. Donc, cette liste-là est plus ou moins longue en fonction des lieux de retrait qu'autorise la bibliothèque de l'Arsenal qui possède ce document, mais vous voyez, ils sont assez généreux. On peut l'envoyer un peu partout. Donc, j'enregistre ma demande. Petit message de confirmation. Votre demande a été enregistrée. Un message vous sera envoyé par mail lorsque vos documents auront été préparés. Tatati, tatata. Si je vais sur mon compte lecteur, je vais retrouver. Je peux cliquer directement sur demande, mais je vais retrouver, vous voyez, code civil. On le retrouve ici avec le lieu de retrait que j'ai sélectionné. Et si j'allais côté Alma, ce que je peux faire d'ailleurs assez vite, prendre en rayon, je vais trouver le document que je viens de réserver, c'est un document en rayon, donc il y a des opérations de traitement supplémentaires à faire pour les collègues. On doit le retirer des rayons, ce qui revient à le scanner. Hop. Il est là, code civil, c'est celui-ci. Donc voilà, tout se fait de manière en direct. Donc je vais annuler pour ne pas donner du travail pour rien à nos collègues. Hop. La demande a été annulée avec succès. Donc voilà, ça c'est l'environnement de base en lien direct avec Alma. Prêter, renouveler ses prêts, consulter ses prêts, consulter ses blocages, ses messages, réserver, tout type de réservation, et le cas échéant, éventuellement annuler. Je précise, on ne peut pas modifier une réservation. Par contre, c'est un point important. C'est assez dommage d'ailleurs, mais on ne peut pas annuler une réservation. À côté de ça, on a d'autres services qui sont disponibles
en mode connecté ou non connecté. Alors, je vais commencer par le mode non connecté, même si, encore une fois, je considère qu'il est beaucoup plus pertinent de recommander à vos lecteurs de se connecter. Les services, donc je reviens sur mes notices détaillées. Le premier des services, le plus visible, c'est l'enregistrement, enfin les fonctionnalités d'export de notices. Alors, elles vont dépendre des choix qu'ont fait les différentes bibliothèques. Alors, je peux exporter un fichier Excel, je peux exporter dans des gestionnaires de références bibliographiques, comme BibTeX par exemple. Je peux récupérer un format de citation pour le coller dans ma bibliographie. Donc là, pareil, d'une bibliothèque, d'un établissement à l'autre, je vais avoir des formats de citation différents. Donc c'est calé sur les formats de citation les plus courants pour le domaine disciplinaire concerné. Je peux récupérer un lien pérenne, ça c'est toujours très utile, en tout cas pour vous, bibliothécaires, quand vous avez besoin de communiquer avec nous, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est la base d'avoir le lien pérenne. Et à côté de ça, je peux imprimer ma notice ou l'envoyer par courriel. Alors, si je suis connecté, il va me mettre ici par défaut l'adresse qui est identifiée comme l'adresse préférée dans mon dossier ALMA. Sinon, quand je ne suis pas connecté ou même quand je suis connecté, je peux toujours remplacer l'adresse qu'on me propose par n'importe quelle autre adresse de mon choix. Donc, ça va m'envoyer la notice. À côté de ça, j'ai la possibilité d'enregistrer une notice. Alors, c'est là qu'il est beaucoup plus utile d'être connecté à son compte lecteur. Parce que si j'enregistre une notice dans mon panier alors que je ne suis pas connecté, quand j'aurai fermé mon navigateur, mon panier va être perdu. Alors que si je suis connecté, ça va être mis en mémoire dans un panier qui va me suivre potentiellement tout au long de mes études ou tout au long de ma carrière. Donc, vous l'avez ici, la fonction d'enregistrement, c'est manifesté sous une forme d'une épingle. Hop, petite animation. On a la même chose aussi quand on est sur la liste de résultats. C'est-à-dire que la liste de résultats, ce que je vous ai montré, on a la possibilité de faire la même chose ici. Donc, vous voyez, on a une coche qui nous permet de sélectionner les 10 premières notices affichées. Je peux l'étendre éventuellement aux 50 premiers résultats. Donc là, je prends une sélection, les 50 premières notices de ma page de résultats. Je vais pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, donc exporter. Donc, au lieu d'exporter une notice, je vais en exporter 50 ici. Donc, voilà, Excel, courriel, etc. Donc, Excel, ce n'est pas compliqué. Après, vous sélectionnez format Excel à proprement parler ou format CSV. Et ensuite, vous enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Et je peux, de la même manière, enregistrer toute ma sélection. Donc là, hop, j'ai enregistré en un coup les 50 notices. J'aurais pu ne le faire que pour 2, par exemple, et pas les 50. Quand une notice est enregistrée, elle apparaît en jaune. Vous voyez, le fond jaune, tout ça, c'est pour m'indiquer que mes notices ont été enregistrées dans mon panier. Alors, mon panier, voilà, vous avez vu, je ne me suis pas connecté, donc ça sert un petit peu à rien. Si je veux désépingler, enlever de ma sélection une notice, je peux le faire individuellement ou je peux le faire collectivement. Sinon, on peut le faire au niveau du panier. Donc, je vais aller voir mon panier. Vous voyez, mes 50 notices y sont. Et si je veux les désépingler, les enlever de mon panier, hop, je les retire comme ça. Donc, quand je suis sur mon panier, c'est toujours pareil. Je vais pouvoir tout exporter, tout enlever, ou le faire que pour certaines de mes notices. Là, j'en ai sélectionné 3. Je vais exporter les 3 par courriel, par exemple. À côté de la notice enregistrée, vous avez l'historique de recherche. Donc, ce sont les dernières recherches que vous avez faites. Donc, c'est pareil, c'est lié à ma session. Donc, quand ma session est fermée, elle est fermée. Si je passe sur mon compte lecteur, alors c'est peut-être pas ce côté INP que ça va être plus intéressant. Je vais retourner sur le catalogue de Toulousain. Quand je suis connecté à mon compte lecteur, tout ce que je fais s'enregistre. Voilà, toutes les notices que j'ai mises dans mon panier vont être conservées. Hop. Donc, aller à mon panier. Vous voyez, j'ai 9 notices. On n'a pas vu tout à l'heure d'où elles proviennent. C'est des notices que j'ai enregistrées il y a des mois et des mois, voire des années. Vous voyez que pour certaines, il y a des choses qui sont marquées libellées. On a la possibilité d'inscrire des tags.
Alors, ce n'est pas des libellés qui sont affichés pour le public, hein. Ce n'est pas de l'indexation du crowd indexing, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, ce n'est pas, voilà, c'est pas de l'indexation pour les autres, c'est pour vous, simplement pour vous, vous dire, je ne sais pas, c'est hop, à lire cette semaine, par exemple. Donc, ça vous permet de vous mettre comme ça des petits pense-bêtes. Donc ça, c'est des notices que j'ai enregistrées précédemment. J'avais aussi, ce que je ne vous ai pas encore montré, mais j'avais aussi enregistré des recherches. Parce que quand je fais une recherche, la recherche que je viens de faire, alors c'est une recherche très très générique, mais j'ai la possibilité de l'enregistrer ici. Il ne faut pas qu'on, c'est la même icône, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, cette icône-là, elle est applicable à ma sélection de notices. J'enregistre des notices que j'ai sélectionnées, et là, c'est toute la recherche que j'enregistre. Et vous voyez, ma notice est enregistrée. Alors, on me dit que je peux recevoir des notifications. Alors attention, les notifications ne marchent pas vraiment en ce moment. Voilà. C'est l'occasion de réessayer. Mais théoriquement, si ça marche, je reçois en fait toutes les semaines un mail avec les dernières références apparues pour ma recherche. Donc ça, c'est assez utile. Ça peut être assez utile quand ça marche. Autrement, vous avez la possibilité, et ça peut être aussi très intéressant, parce que les navigateurs, souvent, Internet le propose, de créer un flux RSS. Donc, vous, au lieu de recevoir un mail, vous avez votre propre flux RSS que vous gérez, voilà, dans votre navigateur ou via un gestionnaire de flux RSS spécifique. Donc, ça, après, voilà, ça va dépendre d'un navigateur à l'autre. Ces requêtes peuvent se supprimer. Voilà, toujours pareil, le bouton, l'épingle. Au niveau de l'historique de recherche, voilà, ça, par contre, il ne garde pas en mémoire ce que vous avez recherché. Donc là, que vous soyez connecté, pas connecté, l'historique de recherche, c'est juste l'historique de recherche de la session. Voilà, si je ferme mon navigateur, cette recherche ne sera pas conservée. C'est pour ça qu'il est préférable d'enregistrer la recherche après s'être connecté. Parce que sinon, voilà, ce qui est marqué ici sous historique de recherche, c'est perdu. Par contre, voilà, quand c'est enregistré ici, je peux la relancer à tout moment, cette recherche. C'est-à-dire que si je clique sur traitement des eaux par procédé d'oxydation avancée, je relance ma recherche dans Primo, ce qui peut être utile si c'est quelque chose que je fais régulièrement. Bon, ne me demandez pas pourquoi j'ai recherché ça, je ne sais pas. Voilà, c'est l'environnement de service qu'on offre. Je ne fais pas la démo parce que ce n'est pas du tout installé sur mon ordinateur portable, mais on peut également, évidemment, enregistrer des notices dans le gestionnaire de référence bibliographique Zotero. Voilà, la compatibilité est complète. On peut le faire pour une notice, une à une, ou on peut le faire pour tout un ensemble de notices, par exemple, prendre dans Zotero tout ce qui s'affiche sur cette page. Donc ça marche très bien. Il est 12h01. Je crois avoir fait à peu près le tour de la question, si ce n'est pour faire un petit commentaire là-dessus, puisque juste un raccourci pour accéder à l'historique de recherche. L'historique de recherche de votre session. Alors, je le mentionne, sachant que dans d'autres établissements, on ne va plus le voir, ce petit raccourci. On va le retrouver ici, mais on ne va plus le voir dans le bandeau supérieur, puisque ce qui est à la place pour certains, c'est l'accès à la dernière recherche effectuée sous la forme d'un QR code. Quelque chose qui est supposé être utile pour les usagers, par exemple, qui commencent une recherche sur un poste public à la bibliothèque, qui ensuite veulent reprendre leur recherche dans les rayons de la bibliothèque. Voilà. Ils génèrent le QR code depuis le lien QR en question. Alors, je vais quand même vous montrer. Hop. Voilà. Ils font leur petite recherche. Encore une recherche très large. Ils font leur petite recherche et ensuite, ils génèrent le QR code qu'ils vont ensuite scanner et ils vont pouvoir poursuivre derrière leur recherche dans les rayonnages en utilisant cette fois leur téléphone. Bon, enfin, ce n'est pas plus compliqué que ça, mais voilà, certains établissements le proposent, d'autres ne le proposent pas. Voilà, c'est à peu près tout pour les services. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dites-moi.
bon, nous, on s'est posé une question avec Roxane, mais on verra peut-être plus ça lundi, parce que c'est un rapport avec la circulation. Alors, dites toujours, on peut Ah, bah, en fait, anticiper. là, on a réfléchi, on s'est dit, quelle est la différence? On voit, mais enfin, manuellement, on sait ce qu'il faut faire, mais entre un supprimer un prêt et un retour, tu vois? Alors, effectivement, c'est une question pour la circulation, mais bon, comme je l'ai montré, Mm. supprimer un prêt, ça va vous servir, par exemple, si votre lecteur il est venu avec un document, vous avez enregistré le prêt, et puis subitement, il se rend compte que c'est pas ce document-là qu'il Ça m'est voulait. arrivé, ok. Ah, ça vous est arrivé, il vous dit ah non, c'est pas ça, excusez-moi. Le réflexe de la plupart des collègues, c'est d'enregistrer un retour. Voilà, Simplement, c'est ce qu'on était en train de se dire, ouais. et simplement, quand ils font ça, je leur jette pas la pierre, mais quand ils font ça, en fait, ils enregistrent inutilement des prêts. Ils gonflent les statistiques avec un Ah, prêt en fait d'accord, qui n'a pas eu ok. lieu. Alors que si vous le supprimez, derrière l'outil qu'on utilise pour générer les statistiques, va me permettre, moi, d'écarter tous les prêts qui ont été supprimés. Et donc, je suis sûr de ne D'accord, pas ok. compter ces faux prêts Ah bah, dans vos d'accord, statistiques. parce que moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, justement, un monsieur, ah bah non, ah bah en fait, non, je pourrais pas vous le ramener tout de suite. Donc, j'ai supprimé le prêt, mais sur le coup, j'avais peur d'avoir fait une Non, bêtise. non, non, Et en fait, j'ai bien c'est fait. très bien de supprimer le prix. Dans D'accord. ce contexte-là, ça sert à ça. Voilà. Par contre, il ne faut pas Ok. l'utiliser en guise de retour parce que là, ce sera la catastrophe. Au Mm. contraire, vous allez faire effondrer vos stades de prêt. Mais quand c'est une erreur, le gars ou la personne ne veut pas partir Mm. avec le document, c'est ça qu'il faut utiliser. Ouais. Ok, d'accord.